Maintenant, ne bouge pas. Je vais aller chercher le poney. C'est la mer Noire. Yeah, Mr. White. Yes, science. Second poteau Pavard. See, Arthur? Ain't that dumb? Oh, bordel! Donne-moi ton short! Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Quel pied! Ah, quel pied! Oh putain! Oh là 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 là! Bonjour, bonsoir, salut à tous, bienvenue dans ce tout nouveau numéro de By The Podcast. On est super content de vous retrouver et d'être de nouveau parmi vous pour cette nouvelle émission avec un nouvel invité. On s'excuse, juste un petit mot très rapidement pour la dernière émission. On a eu des petits soucis de son. On avait un son qui était très dégueulasse et on s'en est malheureusement rendu compte après. Voilà, donc on est désolé, tout est rentré dans l'ordre. Nous n'avons plus de problèmes techniques. Enfin, ça c'est parce que vous ne savez pas ce qui se passe en off, bien sûr. Non, tout va bien. Je suis accompagné, comme toujours, par mon fidèle coéquipier. Celui qui ne travaille pas comme AED, contrairement à ce que l'on pourrait croire, mais comme AEJ, puisqu'il est assistant d'éducation en jachère. C'est Mister Ghost. Comment ça va, Yo? Salut Gianni, ça va. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ouais, c'est vrai. En jachère, c'est le mot, mais bon, il faut s'accrocher. Hein. C'est une période difficile, Gianni. Et tu vois bien, il y a des hauts, il y a des bas, mais on est là. Et du coup, je voulais en glisser une petite là, tout particulièrement pour tous les facochères célibataires fans des Verts depuis l'ère glaciaire. Les gars, gros big up à vous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de By The Podcast. Ça fait trop plaisir d'être de retour, en tout cas. Yes, merci. Et du coup, on a un nouvel invité aujourd'hui. On est très très content. Ça fait un moment en plus qu'on voulait faire cette émission, donc on est vraiment heureux de le recevoir. Nous sommes en compagnie du journaliste, commentateur Beansport, Benjamin Bernard. Comment ça va, Benjamin? Eh ben, salut les gars, salut à tous, ça va très bien. Merci de m'accueillir. Pour Ghost, spécial dédicace quand même. Je voudrais aussi avoir une pensée pour les Furets des Balkans qui mettent des gants pour aller voir jouer le SM Caen. Je l'avais préparé, tu vois, voilà, parce que j'avais écouté un petit peu, je m'étais dit, allez, il faut rentrer dans le truc direct. C'est fait, on est là, on est prêt, on peut parler de ce que vous voulez. Ah, c'est énorme, génial. c'est énorme. Magnifique. Puissant, franchement. Il a été bon élève, c'est incroyable, magnifique. Énorme. Eh ben écoute Benjamin, merci d'être avec nous. En plus, voilà, on va pas vous mentir, on a décalé de quelques minutes l'émission puisqu'on était devant le match de Grenoble face au Havre. Encore une victoire du GF 38 et ça commence, on va pas s'emballer, mais la Ligue 1, ça commence une petite ça odeur, régale. voilà. On y croit. C'est intéressant, ouais. Eh ben écoutez, juste un petit mot les gars avant de commencer quand même, je tiens à vous prévenir. Parce que vous le savez, on enregistre un peu dans les conditions de direct, on fait pas de montage. À n'importe quel moment de cette émission, un bébé peut se mettre à hurler. Voilà, vous êtes prévenus. Chacun prévoit comme il veut. Hein. Moi, j'ai envoyé les miens en balade avec la femme pour être tranquille. Après, voilà. Ah ouais, bon, moi je les ai envoyés en balade dans la chambre. Mais non, en général, elle est très 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 gentille pour ça. Elle a compris déjà que elle est très cool, donc non, il n'y a pas de... D'ailleurs, j'ai cru comprendre qu'elle avait quasiment le même âge que la mienne. Enfin, que le mien, en l'occurrence. Mais... écoute, nous, on n'est pas loin des 6 mois, là. Eh ben, nous, il a fait 6 mois vendredi. Donc, comme quoi... Ah bah voilà. C'est une émission pour jeunes papas, aujourd'hui. C'est des bébés confinés. Voilà. Exactement, des bébés confinés. Et surtout, moi, elle redort. Et ça, les gars, ça n'a pas de prix. Je vais pas vous mentir. J'ai un bébé qui ne dormait plus. C'est pas un bébé qui ne faisait pas ses nuits, c'est un bébé qui a fait ses nuits et qui ne les faisait plus. Et ça, franchement, moralement, faut l'encaisser. Et là, elle redort. Et là, ça y est, depuis 1 semaine et demie, elle redort. La vie n'a plus la même saveur, quoi. Tout est plus... C'est magnifique. C'est magnifique. Je vois très bien. Même si le mien fait ses nuits parfaitement depuis 3 mois, je vois très bien. Ouais, ça va. Bon, les gars, en tout cas, merci. C'est cool d'être là. On va passer un bon moment. Donc, on va parler un petit peu, Benjamin. On va parler un petit peu de toi. On va te présenter ton parcours et puis un petit peu ce que tu fais. Et puis après, on va s'orienter un petit peu plus vers le foot US parce que c'est le thème de cette émission. Ça fait très longtemps qu'on voulait parler de ça, en sachant que nous ne sommes pas forcément des grands amateurs. Pour la petite histoire, voilà, moi je suis un petit peu surtout les post-season depuis quelques années. Yo suit ça un petit peu de plus loin, mais en fait, on avait vraiment envie d'en parler. Donc c'est cool d'avoir le représentant du foot US en France, Benjamin, pour nous aiguiller un petit peu là-dessus. Yes. C'est avec grand plaisir, messieurs. Cool, eh ben écoutez les gars, on y va Benjamin, donc on va te présenter un peu pour ceux qui ne te connaissent pas et tu vas devoir nous aider un petit peu parce que pour être honnête, j'ai pas trouvé énormément de choses sur toi. Tu n'as pas de page Wikipédia, Benjamin?
Non, j'ai pas de page Wikipédia et je ne suis pas forcément dissert, à part quand on me pose des questions gentiment sur ce genre de podcast ou autre interview de sites spécialisés. J'essaye de pas forcément être très visible ou très trouvable, on va dire, sur Internet et compagnie, même si ça peut paraître un peu antinomique avec ce métier où avoir de la visibilité, c'est aussi potentiellement avoir du travail. Mais j'avoue que garder un petit peu ma vie privée et ce que je fais à côté du boulot ou ce que j'ai pu faire dans ma jeunesse ou quoi, c'est pas quelque chose qui me dérange. Donc pour l'instant, j'ai toujours fonctionné un peu comme ça. Mais si tu veux en savoir plus, n'hésite pas, pose-moi des questions, je te répondrai volontiers. Ça, c'est cool. Bah, surtout que quand on tape je sais pas si tu tapes, quand on tape Benjamin Bernard sur Google, on tombe sur beaucoup de choses, mais pas forcément sur toi. On tombe sur En des même temps, est-ce que produits. tu as déjà vu le plus commun? Déjà, j'ai 2 prénoms pour commencer. Bernard est le nom de famille le plus commun ou un des 3 plus communs de France. Donc, comment te dire qu'effectivement, en termes d'homonymie, c'est pas gagné à la base. De toute façon, imagine-toi C'est que pas moi, faux. pour créer un mail, c'est benjamin.bernard.4727 et peut-être je chante que ça passe. Racine carrée de 12. Exactement. C'est ce qu'on dit aux personnes qui ont 2 prénoms qui se suivent. Oui, c'est- ce sont des psychopathes, des tueurs en série, ouais, t'inquiète, Ou des on les connaît, les Émile Louis, les Guy Georges, y a pas de souci. Alors, tu vois, j'allais te dire footballeur et voilà, mais tu as anticipé, c'est ça. Ouais, moi, je suis plus côté psychopathe. Et moi, les gars, franchement, quand j'ai tapé Benjamin Bernard, je suis tombé sur un truc juste magnifique. J'ai trouvé ça. Regardez. Homme aux plusieurs facettes, docteur passionné de sciences, de la vie et de la santé, acteur sur les planches des théâtres de France et de Navarre, créateur d'une gamme d'huile à barbe à 100% naturelle et accessoirement commentateur sur Beansport. C'est énorme. Le mec a tellement de facettes, quoi. Incroyable. Comment tu fais? Je ne dors pas beaucoup. Voilà. Pendant que le bébé dort, lui, tu vois, il fait d'autres choses, quoi. Il charbonne. Voilà. C'est ça. Bon, on va se concentrer sur la partie journaliste sportive, du coup. Même si on peut parler de la barbe, mais après... Non, du coup, alors déjà, savoir un petit peu comment tu as commencé, Benjamin, comment tu t'es retrouvé un petit peu à faire ce boulot, t'as suivi quoi comme cursus Parce qu'il faut préciser que tu viens quand même de la plus belle ville de France, bien évidemment. Évidemment. Le pur produit, né à l'hôpital Sud à Échirolles, élevé à Mélan, au Versou, à Domaine. Voilà, jusqu'à mes 20 ans, c'était pur produit de Grenoble et de la vallée du Grésivaudan. Chicagreux, le fameux. Ah oui, ah là là. Et donc après, comment t'en es venu du coup à te lancer un petit peu dans... T'as fait des études de journalisme, j'imagine? Ouais, alors après, je vais pas dire que ça a été une ligne droite, genre c'était une idée fixe dès le départ, et comme tous les gamins, je suis passé par un nombre assez incalculable d'envies pour mon métier quand j'étais gosse, mais si j'y réfléchis aujourd'hui, la seule chose qui a été présente dans ma vie de mes 5-6 ans à aujourd'hui mes 35 ans, ça a été le sport. Ça a été le fil conducteur qui a toujours été là. Donc quelque part, au final, ça m'étonne pas aujourd'hui de m'en retrouver ici et d'avoir fait ce choix-là. Et même si il y a eu plein de raisons qui ont fait que, voilà, je suis parti par un bac S. Donc à la base, on était quand même pas très axé journalisme, littéraire, tout ça. Bac SP maths en plus, genre le mec pas assez maso, il en remet une couche histoire de voilà. Waouh. Et une fois le bac S obtenu, avec mention revient à l'oral évidemment, je savais pas trop quoi faire, j'étais un peu paumé. Les écoles de journalisme, pour la plupart, à l'époque, parce que ça remonte ça, j'ai eu le bac en 2003, il y en avait très peu comparé aujourd'hui, et surtout, en fait, il fallait avoir déjà une licence pour pouvoir y accéder, c'est-à-dire que tu rentrais pas en école de journalisme comme ça, il fallait déjà avoir fait un cursus universitaire pour y aller. Donc je suis parti en LEA un peu en mode parce que je commençais à penser à devenir journaliste à ce moment-là, mais c'était pas non plus une vérité absolue, j'étais pas certain d'y parvenir, quoi. Et donc je suis allé en LEA à Grenoble à Stendhal, le fameux Stendhal, qui est une vraie belle fac de branleurs. Moi le premier, voilà. Eh ben écoute, j'en sors, donc tu vois là, pour confirmer tes dires. Et pour le coup, je fais ma première année, ça passe, je sais pas trop comment ça passe en LEA, mais ça passe, je la valide, je fais ma deuxième année, là aussi je sais pas trop comment ça passe, mais ça passe, mais je me fais chier, franchement ça me plaît pas, oui, ça m'a permis aujourd'hui de solidifier mon anglais, mon espagnol, surtout l'anglais, et ça me sert énormément, mais sur le moment je me dis pas tiens ça va me servir. Et je découvre par hasard, en farfouillant un peu sur internet, une préformation au métier du journalisme et de la communication dans le sud-ouest de la France, à côté de Toulouse, à Blagnac. C'est un truc privé, c'est un truc qui coûte la peau du sboob. Mais je me dis à un moment donné, si c'est ça que je veux faire,
il va falloir tenter, il va falloir que je vois si ça me plaît vraiment ou pas. Donc, je vais voir les parents. Je m'apitoie un petit peu sur mon sort en leur demandant si c'est possible qu'ils me payent l'école. Et je finis par avoir gain de cause et par passer une espèce de simili concours d'entrée que je valide. Donc, banco, parti direction Toulouse en 2005 pour faire cette préformation. Je fais mes 2 ans de préformation. Ça se passe plutôt pas mal, mais ça reste super vague et c'est pas très concret. Et encore une fois, je me dis merde, c'est pas ça qui va me confirmer que je suis bien fait pour ce métier et que c'est aussi ce que j'ai envie de faire. Parce que je me suis toujours dit que de toute façon, si je me faisais chier dans mon métier, j'arriverais pas, tu vois, je serais incapable de me lever tous les matins à 7h pour aller faire un taf du lundi au vendredi si ça me passionne pas. J'en serais absolument incapable et j'ai un respect incommensurable pour tous les gens qui arrivent à faire ça et qui arrivent à avoir une vie qui leur plaît à côté. Et j'ai la chance en fait de croiser à ce moment-là sur un stage. J'ai fait 1 an de stage en parallèle des cours au TFC, club de foot de Toulouse, où j'étais dans la section média à l'époque. Et je m'occupais de faire les articles sur le site du TFC. Voilà, c'était pas du tout quelque chose de prévu, mais j'y étais allé au bluff, je leur avais écrit, ils m'avaient reçu et ça avait fait au final un stage d'1 an. Et je croise là-bas un mec qui est aussi en stage et qui vient d'une école à Lyon qui s'appelle l'ISCPA, qui me briefe un peu sur son école. Et là, je me dis, ça commence à ressembler un peu plus à ce que je veux faire. Donc, je contacte cette école qui me dit qu'effectivement, ils prennent sur concours. École qui, je ne le savais pas, mais prenait dès le post-bac. Donc, j'aurais pu y aller dès le post-bac en première année. Et là, le mec me dit, vu que tu as déjà fait tes 2 ans, ton doc de LEA, plus tes 2 ans de préformation, si tu veux, tu peux passer un concours, on va dire, intermédiaire pour rentrer directement en 2e année sur les 3. Et si ça passe, ne faire que la 2e, la 3e année. Okay. J'ai fait le concours, je l'ai eu et donc je suis parti m'installer à Lyon et là pour le coup effectivement ça a été vraiment la révélation et la confirmation absolue. J'ai kiffé de ouf ce que j'ai fait pendant 2 ans là-bas. C'était une formation, d'ailleurs si vous voulez devenir journaliste, je ne pourrais que trop vous conseiller cette école qui ne fait pas partie des écoles entre guillemets reconnues par la profession comme il y en a un certain nombre, mais honnêtement, ça change strictement rien. Et en fait, c'était pro. C'était juste, j'ai eu l'impression de mettre quasiment les pieds dans le milieu pro dès le départ, avec beaucoup de stages, avec des cours qui au final n'étaient que de la pratique professionnelle. Il fallait créer un magazine, il fallait créer une émission radio, il fallait créer un JT, mais on était tout de suite dans le concret, dans le pro. Et j'ai fait mes 2 ans là-bas. J'ai terminé par un stage de fin d'études de 6 mois à Canal, au service des sports à l'époque à l'Omnisport, donc ça, surtout pour Sport Plus. Et à partir de là, autoroute, c'est ça que je veux faire. Il n'y a pas moyen que je fasse autre chose. Alors que j'étais pas certain de vouloir faire de la télé, j'en bougerai pas et je ferai tout ce qu'il est possible de faire pour y rester. Et j'ai eu la chance de rentrer à la télé en 2009 pour mon stage de fin d'études sur Paris en arrivant en tant que petit provincial et à y rester depuis et avoir signé un CDI, etc. Et je sais que c'est quand même rare, donc je remercie tous les petits anges qui se sont penchés sur mon berceau et qui m'ont permis aujourd'hui d'en être là avec quasiment 10 ans, même plus de 10 ans maintenant dans le métier. C'est bon. Gianni, tout à l'heure, Benjamin, tu as parlé d'une école sur Lyon que tu conseillais, mais je suis pas sûr que tu aies dit le nom. Donc, alors, c'est l'ISCPA à Lyon. D'accord. C'est une école publique ou privée ? Non, c'est que globalement, des écoles publiques, il en existe très peu, qui, elles, pour le coup, ne sont atteignables qu'avec plusieurs années de fac avant. Il n'y a que des écoles privées qui sont joignables directement après le bac, dont l'ISCPA Lyon, qui existe aussi d'ailleurs. Il y a l'ISCPA Paris, je crois qu'il y a l'ISCPA Toulouse, il me semble aussi. Et tu as d'autres écoles comme ça un peu partout en France. Mais aujourd'hui, ce qui est compliqué, si jamais il y a des jeunes qui nous écoutent et qui veulent devenir journalistes, mais journalistes et particulièrement journalistes sportifs, c'est que les écoles se multiplient et donc chaque année, il y a de plus en plus de jeunes qui arrivent sur le marché, mais il y a de moins en moins de taf. Comme vous avez certainement pu le voir, nous là, on a un gros plan social à Beansport, il va y avoir un plan social à l'équipe, il va y avoir un plan social, j'ai vu passer à Eurosport, je crois aussi. Enfin, en ce moment, c'est extrêmement compliqué partout. Donc c'est aussi pour ça qu'on mesure encore plus la chance qu'on a d'être encore là-dedans. Bien sûr. Parce que cette école à Lyon, c'est une école de journalisme ou vraiment axée journaliste sportif ? C'est une école de journalisme. Des écoles purement journalisme sportif, il n'y en a pas. Il y en a qui maintenant font des formations, typiquement, tu vois, tu fais 3 ans, puis derrière, tu as un master journalisme sportif ou des choses comme ça. Là, c'est une école qui est vraiment généraliste, qui a une partie communication, un cursus journalisme.
et qui, pour le coup, ça a été ma seule petite frustration. Peut-être que ça a changé depuis, j'en sais rien, parce que je suis sorti en 2009, mais à l'époque, le sport avait pas trop droit de citer dans les cours. Voilà, c'était surtout, c'était la politique, c'était l'économie, c'était un petit peu de culture, c'était l'environnement, c'était tous les sujets d'actualité globalement que tu retrouves au JT, sauf le sport. Donc voilà, j'ai aussi fait j'avais mis un point d'honneur à la fin à terminer et à montrer que c'était bien dans le sport que je voulais aller. Ouais, parce que toi, dès le début, c'était le sport ou en fait, finalement, une carrière de journaliste dans un autre registre, ça aurait pu te convenir aussi c'était vraiment dès le début, t'avais dans la tête de finir dès le jour 1, Ok. dès que vraiment je me suis dit ok, je veux devenir journaliste. Ok. Dans ma tête, j'avais aussi, si jamais dans le sport ça passe pas, je ferai autre chose. Parce que Bien sûr. j'aime beaucoup, je me passionne pour énormément de choses. Ça peut aller de l'histoire à la politique, à ce que tu veux. Là, j'ai passé, honnêtement, je pense que j'ai passé plus d'heures devant CNN sur les 4 derniers jours que sur les 3 dernières années de ma vie. Mais le faire et avoir l'implication que j'ai aujourd'hui, faire les sacrifices que j'ai fait pour en arriver là aussi, parce que Bien sûr. ne jamais compter ses heures, bosser quasiment tous les week-ends, je sais pas, bosser 48 week-ends sur 52 dans l'année, bosser le soir, bosser la nuit, etc. À des certains moments de ma vie, très peu voir ma famille parce que j'étais parti de Grenoble et j'avais pas l'occasion de rentrer, tout ça. Pour d'autres choses et d'autres domaines que le sport, j'aurais pas pu le faire parce qu'il y aurait pas eu la passion que j'ai pour le sport depuis que je suis tout petit. J'ai pratiqué plein de sports différents. Depuis que je suis gamin, je suis tous les sports qui existent, à part peut-être le patinage artistique et le poney, mais sinon, à peu près, je suis capable de tout regarder, de passer des heures devant. Voilà, quand j'avais 14 ans, mes parents m'emmènent en voyage en Turquie, on se retrouve au fin fond de la Cappadoce, et je leur fais un cirque tous les matins pour qu'on trouve un petit bureau de tabac ouvert quelque part avec l'équipe qui arrivait avec 4 jours de retard pour savoir ce qui s'était passé, tu vois. Enfin, c'est un truc qui m'a toujours accompagné et c'était un peu le fil rouge de l'histoire. C'est que l'histoire, elle en serait pas là aujourd'hui si c'était pas pour le sport. C'était une vraie vocation, quoi. Ouais. Ok, eh ben écoute, c'est super intéressant de détailler ça. Je pense, comme tu dis, il y a plein de gens qui nous écoutent et puis des fois qui savent pas forcément comment s'y prendre, quel cursus suivre. Et donc, c'est intéressant de savoir qu'il y a plein de chemins possibles. Après, je pense, comme tu l'as dit, tu disais, il y a des petits anges au-dessus de tes épaules. Mais tu as fait beaucoup de sacrifices pour ça aussi. Hein. C'est aussi un investissement corps et âme pour atteindre ton objectif, quoi, après. Ah clairement, et de toute façon voilà, c'est le genre de choses dont nous on discute aussi souvent entre nous quand on parle un peu de nos parcours, tout ça. C'est autant une question de travail, d'envie, de motivation et de qualité que de chance d'être au bon endroit au bon moment, de croiser la bonne personne au bon moment qui va avoir le contact à te donner ou qui va t'ouvrir telle porte ou Bien sûr. voilà, moi j'aurais pas eu le culot quand j'étais en stage pendant ma 2e année à l'ISCPA, j'étais en stage à l'époque pour l'Asvel Basket à Lyon. J'aurais pas eu le culot après un match de Pro A diffusé sur Sport Plus d'aller voir le commentateur Sport Plus de l'époque pour lui dire je cherche un stage de fin d'études, je suis en galère parce que c'est vraiment chez vous que j'ai envie d'aller et pour l'instant j'ai dit non aux autres parce que c'est chez vous que je veux aller, sauf que là il faut que ça se décide vite parce que je dois signer ma convention sinon c'est mort. Quand est-ce que je peux venir vous voir à Paris pour vous montrer que je suis capable de faire tenir la route pour ce stage-là? Et qu'en même temps, lui soit réceptif, me dise, écoute, essaye de monter quand tu peux, ce que tu fais, tu m'envoies un mail demain matin, mon mail c'est ça, et on essaie de caler un rendez-vous dans le mois qui vient, et que le lendemain matin, je lui envoie un mail à 9h, et qu'ensuite, le lundi, je suis dans son bureau à 9h. Voilà, tu vois, c'est un mélange à la fois de persévérance, de montrer que tu as les qualités, mais aussi de chance, que les choses se goupillent bien, tombent au bon moment, d'avoir les bonnes personnes, d'être capable de se faire le bon réseau, et tout ça, quoi. Ouais, et puis c'est aussi une histoire de timing. Hein. Des fois, c'est savoir pousser les bonnes portes sans, même involontairement, à ce moment-là, tu te dis que, et finalement, le timing est bon et ça fait, quoi. Et c'est aussi une histoire de chemin de vie, de destin, quoi, aussi. Exactement. C'est beau, c'est beau. Et du coup, donc, tu es passionné de sport depuis tout jeune. Aujourd'hui, tu es, on va dire, un petit peu spécialisé dans les sports US. C'était le cas depuis tout jeune ou c'est quelque chose qui est venu un peu après? Je suis tombé dans les sports US, je dirais que je suis tombé dedans, j'avais quel âge? Je devais avoir 12-13 ans, quelque chose comme ça. Donc très J'ai jeune, commencé vraiment jeune par le foot, comme beaucoup. Le premier souvenir de sport à la télé que j'ai, c'est d'avoir regardé la finale Marseille-Étoile Rouge à Paris en 91 avec mon père et mon grand-père et vraiment d'être tombé amoureux à la fois du sport du foot et de l'Olympique de Marseille ce jour-là. Bien sûr. Mais t'es de quelle année, toi, Benjamin? T'es de 85? Moi, je suis de 85. Ah ouais, je me disais, génération bac 2003, tu me parles des mêmes souvenirs que j'ai, donc je me disais bien qu'on venait de la même année, quoi. Vous êtes construits, quoi.
Et pour le coup, les sports américains, je suis tombé dedans en fait avec Canal qui en diffusait le mercredi après-midi. Donc, qui Ouais. diffusait des formats de matchs de NFL, qui diffusait du hockey, qui diffusait du basket, et avec aussi le fait d'avoir rencontré une bande de potes avec qui j'ai passé pas mal d'années, collège, lycée, début de fac, qui étaient Mhm. pour beaucoup des basketteurs et qui m'ont un peu embrigadé, qui m'ont emmené avec eux dans le club de basket où j'habitais à l'époque à Domaine, et avec qui j'ai commencé à veiller la nuit le vendredi soir parce qu'il y avait un live NBA sur Canal le Mhm. vendredi soir, un live le vendredi au samedi, Mhm. à veiller pour regarder les All-Star Games, etc. Et je suis autant tombé amoureux des sports, de ce que je voyais, des performances physiques, tactiques, etc., que comme beaucoup du show, parce que déjà à cette Mhm. époque-là, et même bien avant, le show à l'américaine, il existait, et comme on dit, les Américains, tu peux pas les battre. S'ils veulent faire un truc qui est grandiose et que personne n'égalera jamais, tu peux pas les battre. Donc quand tu as ce mix C'est clair. entre le kiff sportif et le kiff entertainment, avec un show absolu autour du match, pendant le match, à la fin du match et tout, si t'es gamin et que t'aimes un peu ça, tu tombes forcément amoureux. C'est clair. C'est clair. Ben, moi, j'ai été bluffé par ce qu'ils ont fait dans la bulle en NBA. Voilà, aujourd'hui, les matchs de foot, on les voit, ils sont à huis clos. Enfin, ils mettent un son, ils mettent des ambiances de supporters de FIFA. Ça fait quand même un peu vide. Alors que la bulle, moi, j'ai vu les premiers matchs, je trouve qu'ils ont fait quelque chose de très propre, visuellement, je veux dire, pour les téléspectateurs en tout cas. Ah C'est clair. ils ont fait un truc qui était génial en termes de rendu Ouais. visuel, en termes de rendu audio, même s'il y a eu quelques couacs un peu au début, parce que pour le coup, j'en ai commenté quelques-uns des matchs de la Ouais. reprise vraiment au début dans la bulle. Ok. Et par exemple, on n'avait pas toujours le même rendu audio. Il y avait des fois où on entendait énormément le DJ et très peu les spectateurs virtuels. Des fois, c'était un peu Ouais. l'inverse, donc ils ont pris un peu de temps pour se roder. Mais moi, surtout, ce qui m'a bluffé, c'est la rapidité avec laquelle ils ont pu mettre en place un truc comme ça, parce que certains vont Bien dire sûr. ouais, ça s'est bloqué mi-mars et ça a repris fin juillet, ça laisse du temps. Ouais, mais c'est une sacrée organisation. Il a fallu déplacer toutes les franchises qui sont allées dans la bulle. Il a fallu organiser le truc, bloquer les hôtels, les salles, les machins, tout mettre en place. Imaginer le dispositif vidéo, imaginer le dispositif audio. Enfin, c'est juste énormissime ce qu'ils ont fait, et c'est tellement énormissime que c'est aussi pour ça que dès le départ, on savait qu'on allait finir la saison NBA dans la bulle, mais que quel que soit le moment où la prochaine saison allait reprendre, et a priori on a appris hier que ce serait le 22 décembre, c'était pas possible de repartir sur une bulle. Tu vois, t'allais pas pouvoir Bien avoir sûr. ta bulle pour toutes tes équipes. Donc arriver à le faire, à le mettre en place, que ça tienne la route, que ça aille du jour 1 au dernier jour, sans pépin, sans cas de coronavirus, malgré quelques mecs qui ont fait des petits trucs, qui sont allés chercher une strippeuse, un Uber C'est Eats, ça, un c'est truc. ça. Voilà, ils ont réussi, ils ont pris un pari, ils l'ont tenu, et ils Ouais. l'ont réussi de A à Z. C'est clair, c'est clair. Mais d'une manière générale, je trouve que, je sais pas ce que tu penses d'Adam Silver, mais quand on le compare des fois, tu sais, je trouve que dans le foot, des fois, quand on voit un peu les dirigeants de certaines instances, il y a un côté vraiment très politique, je trouve. Voilà, et Adam Silver, c'est quelqu'un, quand tu l'entends parler, je trouve qu'il respire l'intelligence, quoi. Je veux dire, alors c'est un très bon communicant, mais je sais pas si tu es d'accord avec ce point de vue-là, quoi. Mais moi, c'est un mec qui me bluffe à chaque fois dans ses interventions et dans sa façon de gérer les choses, quoi. Ouais, je suis d'accord, il dégage un vrai truc, il a une aura, Adam Silver. Mm. Il y a quelque chose qui s'en émane. Alors après, on fera le bilan une fois que sa carrière de comiche sera Oui. terminée. Mais globalement, oui, pour moi, Adam Silver représente quelque chose que, par exemple, David Stern n'avait pas. Même si David Stern a fait énormément de choses pour la NBA, il a fait de très bonnes choses, il en a fait des moins bonnes. On va pas revenir dessus, mais voilà, on fera le bilan à la fin de l'ère Adam Silver, mais clairement. Et je pense que si tu faisais un sondage aujourd'hui dans les 4 grands sports américains, en demandant aux fans des sports s'ils aiment ou s'ils n'aiment pas leur comiche, genre une question sur la personne, une question sur le travail et une question sur l'implication, et les retombées, je pense que Adam Silver terminerait loin, très très loin devant tous les autres commissionnaires. C'est Ok, clair. ok. Ah, c'est vraiment cool. Et du coup, par rapport à tous ces sports US, donc tu t'y es mis un petit peu petit à petit. C'était quoi, basket d'abord, du coup, foot US, et après tu t'intéresses aussi, j'ai vu que tu faisais le baseball sur beIN. Ok aussi, j'imagine. Tu suis un petit peu tout, ou c'est C'était basket d'abord en termes de vrai sport US.
En termes de sport pur, c'était ok d'abord parce que comme je suis de Grenoble, c'est un petit peu une religion oui. aussi. Hein, les brûleurs de loups, j'ai C'est des pas souvenirs d'aller voir les brûleurs de loups. J'avais pour le coup pas 10 ans du côté de la patinoire qui est dans le parc Paul Mistral, l'ex-patinoire. J'ai plus le nom. J'ai le nom sur le bout de la langue. Ah, c'est pas possible. À côté d'une espèce de mini vélodrome et tout. Bref. L'anneau Donc, de vitesse. C'est ça, à côté de l'anneau de vitesse. L'ex-patinoire des brûleurs de loups, j'ai souvenir de matchs là-bas de Coupe d'Europe début des années 90, etc. Donc le hockey de base, mais en France, à cette époque-là, t'avais pas vraiment accès à ce qui se passait aux États-Unis. Mmh. Donc la NHL, j'ai fini par la connaître à peu près en même temps que je me suis mis à fond dans le basket. Avec tu vois les jeux NHL de EA Sports sur à l'époque la Mega Drive puis la Dreamcast, des trucs comme ça. Donc le basket a été très important à un moment parce qu'effectivement il y avait cette bande de potes et donc forcément avec eux on regardait tout. Mais c'est aussi à ce moment-là que je me suis un peu ouvert via Canal et les quelques diffusions qu'ils faisaient au hockey en NHL, au foot américain en NFL. À l'époque je suis tombé amoureux de Barry Sanders et c'est aujourd'hui je suis encore fan des Lions parce que à l'époque je suis tombé amoureux de Barry Sanders qui était le running back de Détroit à l'époque. C'est un peu comme ça que mes histoires d'amour avec les sports américains, les différents sports américains ont commencé aussi. Avec j'étais fan absolu des Knicks de l'époque, John Starks, Latrell Sprewell, Pat Ewing et tout. Donc aujourd'hui je suis encore pour les Knicks, paix à mon âme. C'est facile. J'avais prévu de te lancer une petite pique là-dessus. C'est pas tous les jours facile non plus avec les Lions, tu me diras. Et le hockey, à l'époque c'était Jaromir Jagr et Mario Lemieux aux Penguins. Et donc je suis resté fan des Penguins depuis. Donc j'aime pas toutes les franchises d'une ville, mais j'aime plein de franchises qui m'ont fait kiffer quand j'étais gamin. Et par contre le baseball c'est venu un peu plus tard effectivement parce que à l'époque il n'y en avait pas du tout à la télé, personne n'en parlait parce que c'est pas du tout dans la culture française. Le baseball je m'y suis mis vraiment je dirais en 2000 j'ai commencé à m'y intéresser en 2006-2007 à peu près. Et je me suis mis vraiment à fond dedans à partir de 2009-2010 quand j'étais justement à Sport Plus parce que Sport Plus diffusait des matchs de baseball en différé, donc il fallait les découper pour que les commentateurs à l'époque puissent les commenter, donc c'était un truc que je faisais régulièrement. Et puis aussi parce qu'on a lancé à l'époque une ligue fantasy avec des potes de baseball et que quand tu fais une ligue fantasy, si tu suis pas un peu t'es vite à la ramasse et tu termines dernier et t'es un loser, donc tu te mets dedans à fond et tu fais en sorte de pas terminer dernier. Ouais, c'est ça qui est. Ouais, non, je voulais rebondir là-dessus, Gianni, c'est que moi qui ai envie de suivre le baseball, j'ai mon padré qui est pareil, qui a envie de suivre. Tu sais, on est souvent connecté sur Bein, donc on essaye de temps en temps, on check des matchs, on regarde tout ça. C'est très difficile à capter les règles du jeu, la façon dont ça fonctionne. Et est-ce que toi, tu aurais en quelques phrases un petit peu, tu vois, tu pourrais nous, tu vois, on va dire. Alléger le chemin pour qu'on comprenne un petit peu mieux, tu vois, que ça soit un peu plus ludique pour nous. C'est assez compliqué. Moi, je suis fan de sport US et j'arrive pas, tu vois, à accrocher au baseball parce que je capte pas le truc, tu vois. Ouais, grave, avec grand plaisir. C'est un truc qu'on fait assez régulièrement, de toute façon, sur les antennes de Bein. On essaye aussi très souvent en début de saison, parce qu'on sait que c'est aussi là qu'il y a des gens qui peuvent potentiellement découvrir. Alors oui, on peut pas le faire à chaque fois. Si on faisait des points didactiques, qu'on expliquait tout de A à Z à chaque match, on se sentirait pas. C'est évident. Mais le baseball paraît beaucoup plus barbare qu'il ne l'est. En termes de compréhension et de stratégie, de règles de jeu, je pense, un peu comme le foot américain pour certains, alors que c'est pas si dur que ça le baseball. C'est simple, si tu veux prendre un match c'est 9 manches. Chaque manche, tu la partages en 2. Une fois tu passes en attaque, une fois tu passes en défense. Pour marquer des points, il faut taper dans la balle et faire le tour des bases. Pour éliminer une équipe et terminer une manche, il faut éliminer 3 joueurs. Déjà, ça c'est la base. Une fois que tu as ça, tu sais à peu près comment tu défends et tu sais à peu près comment tu marques tes points. D'accord. En défense, pour éliminer, qu'est-ce que tu peux faire ? Tu rattrapes une balle qui est en l'air, qui n'a pas touché le sol directement dans ton gant, le mec est éliminé. Tes lanceurs, tu lances 3 strikes, le batteur en face de toi est éliminé. Ou alors, si la balle touche le sol, tu la relais en l'envoyant directement sur les mecs qui sont sur les bases, tu vois, qui sont positionnés en première, en deuxième, en troisième, pour pouvoir éliminer les mecs qui essayent d'arriver sur cette base, si la balle elle arrive avant eux sur la base. Après, c'est évidemment que ça peut paraître très abstrait, mais si tu as ces quelques règles de base, que tu regardes un match en essayant de te dire, vas-y, j'essaye de comprendre, là c'est telle situation, limite tu te commentes le match pour toi-même en fait. Je sais qu'il faut 3 éliminer, là c'est telle situation, on en est où ? Tu vas voir que tu vas vite comprendre, et après, évidemment, il y a plein de petits détails, il y a plein de petits trucs en plus à appréhender.
mais c'est comme la NFL, c'est Comme comme dans tous d'autres les choses. sports, hein. Comme dans tous les Tu sports. prends pas forcément ça en compte dès le départ et ça C'est clair. rentrera une fois que tu connais que tu comprends le sport. Bah, bien sûr, c'est comme dans tous les sports. Va essayer Mm. d'expliquer la règle du hors-jeu à quelqu'un qui connaît Bien pas le sûr. foot et qui kiffe pas le foot. Tu vois, au début, c'est super sûr. abstrait. Et évidemment, en regardant plusieurs matchs, Mm. tu commences à capter les trucs. Mais d'ailleurs, je voulais te poser une autre question sur le baseball. Je vois, il y a des fois, il y a des grosses bagarres du genre le batteur qui se plaint de la façon dont le lanceur a lancé. Et du coup, ça part en mode j'enlève mon casque et bagarre générale. Pourquoi? Ils se Parce sont pas respectés. que Qu'est-ce qui se passe? en général, ça arrive pas comme ça. En général, déjà, t'as des animosités qui ont été créées lors de matchs précédents. Parce qu'il faut bien savoir qu'une saison de baseball normale, donc pas comme cette année, c'est quand même 162 matchs de saison Wow. régulière. Ok. Et tu remarqueras que très souvent, quand il y a des embrouilles comme ça, ce qu'on appelle des brawls, c'est deux équipes qui sont dans la même division. Donc Ouais. ça veut dire que c'est deux équipes qui, sur la saison, vont se croiser entre 15 et 20 fois. Ah ouais, d'accord. Vont se jouer entre 15 et 20 fois et parfois il y a des lanceurs qui décident de lancer volontairement près de la tête d'un mec parce que c'est un mec qui est super fort, il veut lui faire un peu peur, tu vois, et il y a des fois où tu vas vouloir lancer près de la tête du mec et tu vas le toucher. D'accord. Et donc ça va laisser un petit peu des traces et le mec la fois d'après, ou alors il y a des fois où le mec il a fait un truc qui t'a pas plu, il a eu un mot qui t'a pas plu, il a machin, et le lanceur là typiquement va juste chercher à lui lancer directement dessus. Ce genre de choses, ça fait partie des trucs qui peuvent faire dégoupiller un batteur et qui peuvent faire en sorte, en général, une fois que ça commence à partir, de toute façon, tout le monde sort des dugouts, c'est les deux espèces de petits bancs de touche qui sont sur les côtés, Ouais. et ça part en baston Ouais, général. c'est violent. Ouais. Sur une saison complète, on va dire que ça va arriver entre 5 et 10 fois. Mais si Ouais, tu ouais, mets ouais. ça au prorata des 162 matchs pour les 30 Évidemment. équipes, ça fait pas tant que ça. Évidemment. Et dernière question, est-ce que tu penses que Michael Jordan avait le niveau pour jouer au baseball en pro? Je pense que s'il avait eu la persévérance, le temps, il aurait pu terminer en Major League Baseball. Ok. Ce serait pas devenu le clutch player qu'il était en Ouais, NBA, bien ce sûr. serait pas devenu la superstar qu'il était en NBA, mais il aurait pu devenir un joueur tout à fait honnête de Major League Baseball parce que le temps qu'il a passé en ligue mineure, ça a très mal débuté. Mais si tu regardes les stats de la fin, je sais plus, on avait regardé ça, pendant le confinement, on avait fait plein de petites vidéos comme ça sur notre compte Twitter MLB D'accord. Extra, et on en avait fait une justement sur Michael Jordan où on avait parlé de ses stats et notamment des stats, je crois, des 2 ou 3 derniers mois, quelque chose comme ça, avant que justement tout soit arrêté parce qu'il y avait eu un lockout, il y avait une grève des joueurs qui avait tout arrêté. Mais sinon, il était sur une pente ascendante, mais où il était passé de chiffres extrêmement moyens, pour pas dire mauvais, à des chiffres qui, en 1 an, 2 ans, grand max, l'auraient propulsé en Major League Baseball. Ok, bah c'est bien d'avoir Ok. l'avis d'un spécialiste comme toi. Bien sûr. C'est une question qu'on s'est tous posée en regardant The Last Dance sur C'est pas Netflix. faux. Tu vois, on voyait Jordan galérer tous les jours à se dire putain, je viens du basket, faut que je refasse ma musculature, elle doit être différente pour faire tel type de mouvement, c'est tellement différent. Et finalement, je me demandais vraiment, tu vois, est-ce que c'est possible, quoi. Donc c'est bien d'avoir ta Bah, réponse. c'était possible, oui, mais il n'aurait pas été une superstar comme on a déjà eu. Il y a 2 sports qui, pour moi, sont plus, entre guillemets, copains, ou en tout cas avec lesquels on a déjà eu plusieurs fois des mecs qui ont été des superstars. Il n'y en a pas eu 150, mais qui ont été des superstars en Major League Baseball et en National Football League. Ok. Et c'est Ah ouais. beaucoup plus compatible pour moi que Avec le MLB basket. et NBA. D'accord. Ok. Je sais pas si complètement rien à voir au sujet. Je sais pas si tu es sur CNN justement, Benjamin. Mais j'ai Non, mais je encore une crois autre que Joe Biden vient d'être Ouais. officiellement déclaré 46e président Ça y est. des États-Unis, et je ne vais pas vous cacher que je n'en suis pas mécontent. C'est qu'à un Oui. moment donné, Donald, ça va, mais il faut arrêter la connerie. Et avec les qualités, les défauts qu'il a, Biden, et c'est pas la question, mais je pense qu'il était temps que la mascarade s'arrête, même si j'ai bien peur que malheureusement elle dure encore un moment vu l'autre énergie. C'est sûr, j'ai C'est vu ça. un t-shirt là sur Facebook, c'est le Biden qui est magnifique, donc le bye et Don, D-O-N quoi. Il était magnifique celui-là avec un coup de pied au cul de Biden à Donald Trump. Je crois que je vais me le choper très rapidement celui-là. Bon, en tout cas, ça vient de tomber. A priori, là, j'ai reçu une notification, c'est pour ça. Je savais pas si vous l'aviez vu aussi, mais bon. Ben, a j'en ai reçu priori, plusieurs effectivement sur mon téléphone, et j'en ai une aussi avec une citation de Trump qui dit « J'ai gagné cette élection et de loin ». Voilà. D'accord, oui, bah ça, hein, de toute façon, Tu Trump dans toute sa splendeur jusqu'au bout quoi. c'est ça. Eh ben écoute, c'est cool, c'est vrai que t'as bien fait Yo d'en parler là, cette petite parenthèse baseball, parce que ça, c'est aussi une grande partie de ton travail, Benjamin. Et moi je rejoins un peu Yo là-dessus, c'est pareil, j'aime beaucoup les sports US, bah, le hockey forcément, même si je suis plutôt Grenoble que la NHL. Et puis
le foot US un petit peu, le basket. Et le baseball, comme tu dis, c'est dur des fois. En plus, les matchs sont très longs. Ah Et, bah, la moyenne des matchs, c'est 3 heures. Après, quitte à en surprendre quelques-uns, les matchs décalés de NFL, donc jeudi, dimanche, lundi, les Thursday, Sunday, Monday Night Football, Ouais. en moyenne, durent plus de 3 heures chaque semaine. On est plus aux 3h20, 3h30 que 3 heures. Donc tu vois, les gens disent tous le baseball, c'est ultra long et le reste, ça passe vite. Non, c'est la perception, effectivement, qui peut d'accord. paraître différente parce que le baseball, Ok. il y a aussi beaucoup de pauses. Mais après, il y a un problème culturel. De toute façon, Bien sûr. on va pas se leurrer. Le baseball est le sport qui souffre le plus d'une différence de culture parce que c'est America's Pastime, c'est le truc préféré des Américains, notamment l'été et tout, mais c'est pas dans notre culture à nous. La NFL est en train de passer un petit peu cette différence culturelle, mais ça a pris énormément de temps. Ça commence seulement, et notamment avec les matchs à Londres, tout ça, alors que le basket et le hockey, on en a chez nous. C'est pas le même niveau, mais on en a chez nous, et il y a des ligues qui sont malgré tout respectables chez nous, qui sont télévisées, donc ça fait toute la différence. C'est clair. C'est pas faux. Eh ben écoute, tu vois, il connaît son métier. C'est une très bonne transition. On va parler un petit peu du coup de foot US. Et bah, ce que tu viens de dire, c'est exactement le point que je voulais évoquer avec toi. Le foot US, c'est un sport qui reste encore, je pense, aujourd'hui relativement marginal en France. Mais on sent qu'il y a quand même une vraie communauté de passionnés, un peu à l'image de la NBA. Et j'ai l'impression, en tout cas, ce que je ressens, c'est que depuis quelques années, la communauté, elle augmente, j'ai l'impression, d'année en année. Notamment aussi grâce à la couverture que vous apportez avec Bein. Tu es d'accord avec ça? Toi aussi, tu sens, tu as cette impression qu'il y a de plus en plus de gens qui suivent un peu le foot US? Ah, tout à fait. Après, je vais pas nous jeter des fleurs, mais comme tu l'as dit, et donc je vais prolonger là-dessus, la couverture des sports américains, et plus particulièrement de la NBA et de la NFL sur beIN Sport, a fait pour moi passer un cap à ces deux ligues en France. La NBA est passée dans une dimension stratosphérique, pour reprendre un terme clair. cher à Georges Eddy à l'époque. Voilà, la NBA est arrivée quasiment à hauteur de ce qui pour moi est en dessous du foot. Le foot est au-dessus en Europe, en France, restera intouchable, il n'y a pas de souci, mais la NBA pour moi elle est arrivée en dessous, quasiment à la même hauteur que peut l'être le rugby, que peut l'être le hand avec l'équipe de France, ou voilà, parce que beIN a eu entre guillemets les balls de proposer une couverture quasi intégrale. Quand je dis quasi, c'est que tu peux pas tout diffuser parce qu'il y a trop de matchs, mais voilà, on s'en retrouve avec dès le départ il y avait un match en live par nuit. Aujourd'hui tu as quasiment 2 voire 3 matchs en live par nuit, avec un en VF et un ou deux en VO. Tu as une émission quotidienne qui revient pendant 45 minutes tous les jours sauf le dimanche sur ta nuit de NBA. Tu as une émission le dimanche soir. Enfin voilà, la NBA a été déjà bien installée parce que c'était le basket, parce qu'il y a eu du Michael Jordan, il y a eu Barcelone 92, il y a eu qui ont fait que la NBA a pu arriver en Europe et a pu s'installer en Europe, mais jusqu'à quand même 2012, la diffusion elle était pas si énorme que ça, c'était un différé de temps en temps, un live par semaine, et la NFL en fait elle suit pour moi ce chemin, avec pour pondérer le fait que le basket, comme je disais, est plus dans la culture européenne que le foot américain, et le fait que il y ait ce retard aussi. C'est comme si la NFL aujourd'hui en était, ou la NBA en était quand Canal a diffusé quand même a commencé à en diffuser assez régulièrement. Et les réseaux sociaux sont venus saupoudrer un petit peu tout ça de sucre pour nous aider. Et c'est grâce à la couverture d'un côté et aux réseaux sociaux que la NFL est en train d'exploser complètement aujourd'hui. Quand je vois le nombre de retours qu'on a par match, par Red Zone le dimanche, à l'intersaison, de gens qui veulent savoir quand ça revient, comment ça revient, machin. Entre 2012, quand beIN a acquis la NFL, et aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Et quand je vois la communauté qui s'est créée, comme tu dis aujourd'hui, tous les comptes fans qui existent des franchises sur Twitter, tous ces trucs-là, c'est voilà, les réseaux sociaux ont fait office d'accélérateur de particules pour la NBA, pour la NFL, et la NFL a juste 10-15 ans de retard sur la médiatisation par rapport à la NBA, parce qu'il y a aussi ce retard de culture à rattraper, mais ça va arriver. Il y a un moment donné où la NFL sera aussi un sport peut-être pas majeur parce que ça reste la nuit et c'est compliqué, mais un sport qui pèsera plus dans le game des sports à la télé en France. Bien sûr, mais après tu parlais de pas vous jeter des fleurs, mais je te rejoins quand même un peu là-dessus, dans le sens où tu vois l'équipe, par exemple, moi qui suis vachement la NBA, je me dis mais la team NBA Extra, tu vois, elle sait aussi faire découvrir et faire kiffer le basket à tout le monde, tu vois. Les Rémi Reverchon, les Jacques Monclar, les Chris Singleton, Eric Mikou, tout ça.
enfin, c'est juste, on sent que c'est des passionnés et on sent que beIN laisse aussi la place à ces passionnés de s'exprimer, de faire retransmettre et retranscrire leur passion, et ça passe super bien à l'écran, tu vois. Et moi qui suis vraiment la NFL de très loin, je suis ça sur NFL Extra sur le compte Facebook. En 10 minutes, tu as le temps de capter les joueurs. Et donc, c'est bien fait. Lionel Buton, il fait ça très, très bien. Et je trouve que le format est très, très bon et ça peut que forcément développer aussi le nombre de personnes qui vous suivent et qui suivent la NFL. Et comme tu dis, dans 10-15 ans, pourquoi pas, tu vois, atteindre des audiences et des audiences qui puissent être bien plus développées que celles qui sont actuellement. Ouais, clairement. Bah, après, j'ai pas de chiffres à donner, Ouais. mais je sais qu'il y avait eu une enquête qui avait été faite notamment en interne à beIN Sport pour justement analyser un petit peu une année la NFL et tout. Et la direction avait été extrêmement surpris par des chiffres qui avaient pu être faits, notamment sur des finales de conférence, sur un Super Bowl et ce genre de choses. Par rapport à ce qu'ils attendaient et ce qu'ils pensaient des potentielles retombées de la NFL. Et aujourd'hui, on a la chance aussi d'avoir un produit qui s'appelle le Red Zone, qui dure 7 heures, qui commence à 19h le dimanche. Donc, ça veut dire qu'il commence à une heure où tout le monde, justement, est pas bloqué parce que c'est la nuit, etc. Voilà. Et si tu veux te gaver de football américain, pendant 7 heures, tu n'as pas une seconde de pub. Pendant 7 heures, tu as un multiplex avec, en gros, entre 10 et 13 matchs. Et pendant 7 heures, t'en prends plein la gueule et ça part dans tous les sens. Et c'est un truc, quand t'es fan et que t'es dans ton canapé, c'est du bonheur absolu, quoi. C'est de l'or en barre tous les dimanches. Bah, c'est clair, si on nous avait donné ça quand on était gamin, des plateformes comme ça, bah, laisse tomber, quoi. Ouais, non, déjà que je faisais pas mes devoirs, ça aurait été pire. Là, si Mais tu non, fais mais tes devoirs attends, le dimanche à 19h, merde, putain, c'est quoi ce délire? Bah, en tout cas, non, mais c'est vrai que tu as raison sur la couverture. Moi, je le vois et je pense que tu le constates aussi, puisqu'on travaille tous les deux en lycée et collège. Moi, les gamins au lycée, le basket, c'est acquis, hein. De toute façon, tout le monde suit la NBA maintenant et le foot US de plus en plus, hein. C'est vraiment en train de prendre. Et je te rejoins aussi sur la qualité, hein. C'est ça aussi, c'est qu'il y a il y a une grosse couverture et il y a une super qualité. Franchement, il y a des intervenants, que ce soit le foot US ou le basket, c'est à la fois très décontracté, très naturel et hyper pertinent dans les analyses et les propos, et c'est vraiment excellent. Donc, bravo à vous pour ça, les Big up gars. à vous, ouais. Petite question justement par rapport à la couverture. Est-ce que c'est prévu de faire pour le Super Bowl et les World Series, un peu comme ils font avec la NBA, tu vois, d'aller par exemple sur place, tu vois, en NBA pour les finales et les All-Star Games, ils se déplacent. Est-ce que c'est quelque chose qui est prévu ou qui est dans les discussions sur le plus ou moins long terme de faire la même chose un peu pour le Super Bowl, par Toi, tu exemple? veux me mettre dans la merde, en fait, c'est ça? C'est l'idée de la question, un peu. Ben non, je veux t'envoyer là-bas, au contraire. Bah, mais tu te doutes bien que si on n'y va pas, c'est qu'il y a des raisons. Alors, des raisons qu'on peut dire ou qu'on ne peut pas dire, mais c'est pas simple. C'est pas simple déjà parce que, bah, de toute façon, faire des choses sur place, ça coûte de l'argent. Voilà. Ouais, bien sûr. À un Oui, bien moment sûr. donné, il y a des histoires de contrats aussi. Voilà, c'est typiquement la NBA, bah, d'une, t'as des retombées qui sont pas les mêmes. Et dès le départ, tout a toujours été fait sur place et sans trahir quoi que ce soit. Ça fait aussi partie du contrat qui est lié jusqu'à la fin de saison beIN à la NBA. Donc de toute manière, c'était acté. Sur le reste, c'est pas le cas. Donc ça veut dire que c'est un coût qui vient en sus de ton coût déjà de production chez toi, de droits télé, D'accord. etc. Et bah, on en revient à ce qu'on disait, c'est que la NFL rattrape une partie de son retard et fait du chemin, mais elle n'y est pas encore. La MLB, j'en parle même pas. Donc malheureusement, ça veut pas dire qu'on n'essaye pas. Hein. Croyez pas qu'on n'essaye pas et qu'on n'a pas envie, que Lionel n'a pas envie d'aller aux États-Unis pour le Super Bowl, que moi j'ai pas envie d'aller aux États-Unis pour le Super Bowl ou pour les World Series ou même pour le All-Star Game. Mais à un moment donné, on se heurte aussi à des réalités professionnelles, des réalités économiques, des réalités de planning qui font que c'est très compliqué, qu'on nous fait comprendre que bah ouais, mais non quoi. Voilà. Je peux te dire que j'ai déjà été très heureux, très content et que ça a été un boulot de très longue haleine. Quand par exemple l'an dernier, il y a eu pour la première fois des matchs de saison régulière de Major League Baseball à Londres, dans le stade de West Ham avec les Yankees et les Red Sox. Pour te dire, c'était fin juin l'année dernière, donc fin juin 2019. J'ai commencé à taffer le dossier alors que je suis journaliste, en lien direct avec la Major League Baseball au mois de février.
Et Ok. j'ai dû participer à des discussions techniques, des discussions financières, des machins et tout, pour qu'on finisse par arriver à trouver un accord et à faire comprendre aussi un peu, moi, je vais pas dire en faisant moi mon miskin, mais faire comprendre à la Major League Baseball que on est européen, c'est pas si loin de ça de chez nous, mais en même temps, les budgets prod c'est compliqué et que aujourd'hui, quand t'es pas du foot, c'est compliqué d'avoir des budgets et que s'ils nous faisaient pas un prix en or, on pourrait pas y aller alors qu'on était à 3 heures d'Eurostar, tu vois. D'accord. Et avec des mois et des mois de négo, on avait fini par trouver un deal genre début du mois de juin. Donc ça te laisse une idée des discussions qu'il peut y avoir, d'à quel point Ok. ça peut être compliqué. Alors aller aux États-Unis, j'en parle même pas, même si on en rêvera toujours. Et si à un moment donné la porte elle s'entrouvre un peu, on va mettre un coup de pied dedans. Mais pour l'instant, malheureusement, c'est Ok. pas trop le cas. Non, mais c'est intéressant dans le sens où c'est vrai que nous, on se rend pas forcément compte de ces choses-là. Et du coup, de voir qu'en fait, oui, c'est c'est plus Sachez compliqué que ça. bien que, et là pour le coup c'est moi qui en profite par rapport à ce que tu dis et pour rebondir là-dessus, mais il y a tellement de choses qui se passent en coulisses Ouais, et qu'on ne sait pas ou qu'on ne peut pas dire. Quand bien je sûr. vois à chaque fois qu'on arrive en fin de contrat sur des droits et que les gens, je les comprends, hein, donc une envie c'est de savoir si ça va durer ou pas, mais à quel point on peut se faire descendre, on peut se faire incendier quand il y a un changement de planning et de grille. En fait, pour les gens, les journalistes aujourd'hui, on est à la fois détenteurs de droits, on est producteurs, on est programmateurs, on est et malheureusement, on n'a pas vraiment l'occasion de s'expliquer, de s'exprimer, de dire les choses. Il y a des fois où on est pieds et poings liés et on sait des choses, on peut pas les dire. Il y a des fois où on sait vraiment rien, tu vois. Et là, Bien pour le sûr. coup, j'essaye de répondre un peu comme je peux en donnant certaines infos que je peux donner, pas d'autres. Mais voilà, si les gens pouvaient comprendre de manière générale Hmm. qu'il y a des fois où on leur répond pas, non pas parce qu'on a envie de leur dire allez vous faire foutre, vous m'emmerdez, mais juste parce qu'on ne peut pas répondre, c'est comme ça. Hmm. La fameuse question sur Twitter, pourquoi vous diffusez tel match de NBA et pas l'autre, quoi? Voilà, Et, typiquement. et la fameuse réponse, ben, c'est pas nous qui choisissons, encore une fois. Exactement. Ils ont eu une période, les pauvres, j'ai senti que ça allait travailler parce que ils l'ont évoqué plusieurs fois. C'était, ouais. Bah, c'est un peu après le mauvais côté des réseaux sociaux, hein. C'est toujours le même débat après. Et les gars, sans transition, il y a quoi, 2-3 jours, je matais NFL Extra et il y a toujours du bon son, du Apollo Brown pour ceux qui connaissent, du Conway, tout ça. Qui fait la BO des top 5 sur NFL Extra? Qui est cette personne? Qui met les sons? Je pense que ça vient des monteurs, parce qu'en général, on laisse le soin de mettre le son sur les tops aux monteurs, qui pour la plupart, à mon avis, sont des mecs qui bossent sur NBA Extra aussi. Mhm. Ok. Donc D'ailleurs, il y a je du ne bon sais son pas sur qui NBA, je était crois. sur ce NFL Extra là. Si tu veux, je peux essayer de me renseigner et de demander, mais à mon avis, je pense qu'il y a moyen que ce soit un bon Kevin Lapin. Eh ben, Kevin Lapin, si c'est toi, big up à toi. parce que- Typiquement, tu vois, c'est lui qui avait monté le film, tous les différents films qui avaient été faits pas cette saison, mais la saison dernière, Ouais, en NBA, ouais, le ouais. film de la saison, film des playoffs, film des D'accord. finales avec Peter Ah Anderson ouais, et waouh. tout. Voilà, Gros travail, c'est ça. la crème de la crème. Bah, Ah, franchement, c'est big up clair, à lui parce c'est que clair. je me régale à chaque top 5, chaque top 10. C'est franchement du kiff, du kiff. Ça fait partie aussi de cette culture US, hein, forcément, hein, ce lien aussi avec le hip-hop. Avec NBA Extra, c'est pareil. On a les mêmes, on a un peu les mêmes impressions et c'est cool, ouais. C'est cool, c'est cool. Petite question, du coup, Benjamin, on va essayer de se pencher un peu du coup sur, ouais, sur le foot US en soi et sur les gens qui suivraient ça de loin ou pas du tout. Qu'est-ce que tu as envie de dire à quelqu'un qui commence à s'y intéresser un peu de loin? Quels seraient tes arguments pour le faire venir vers toi? Ce serait quoi, par exemple? Spectaculaire déjà, Qu'il n'y j'imagine? aura pas plus spectaculaire aujourd'hui comme sport que le foot américain. À un moment donné, c'est le sport qui, pour moi, est peut-être le meilleur mélange de qualité physique et de stratégie. C'est-à-dire que les mecs, c'est des monstres physiquement. Ouais. Mais en même temps, c'est ouvert à tout. Aujourd'hui, tu peux faire 1m65 et jouer en NFL, comme tu peux faire 2m15 et 150 kg et jouer en NFL. Donc, quasiment tous les gabarits, un peu comme au baseball, peuvent avoir leur chance. Et c'est ce mélange parfait de qualités physiques qui sont utilisées à leur plein potentiel à l'endroit où elles doivent être utilisées et de stratégie parce que le foot américain, c'est avant tout de la stratégie. C'est le stratège A face au stratège B. Et à la fin, qui c'est qui aura eu les meilleures idées au meilleur moment pour contrer l'autre et pour prendre à défaut ce que l'autre avait envie de faire.
Et ça, d'ailleurs, il y a un point sur lequel je voulais en discuter avec toi. Tu dis les qualités physiques qui sont utilisées au bon endroit. C'est vrai qu'en NFL, pour ceux qui ne suivent pas forcément, il y a en fait, c'est un peu comme le baseball, tu disais, il y a des phases d'attaque et des phases de défense. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui sont des défenseurs. Et alors, ils peuvent changer de poste ou en gros, un défenseur, un mec qui est dans la team défensive, en gros, il passe 15 ans de carrière à pas toucher un ballon, en fait, potentiellement. À 99,9%, ouais. Il arrive de Waouh. temps en temps pour déconner que genre un coordinateur offensif fasse appel à un homme de la défense pour venir jouer et capter un ballon, tu vois. Mais globalement, c'est ça. Soit tu joues en défense, soit tu joues en C'est attaque. fou. Il y a 53 joueurs par équipe. Alors que, comme C'est le dingue. nom l'indique, c'est du football, donc tu es à 11 contre 11 sur le terrain. Tu as 53 joueurs qui sont disponibles le jour du match, sur lesquels tu en retranches 7 au maximum qui sont placés inactifs pour la rencontre. Mais ça te laisse une D'accord. idée un petit peu de la profondeur du banc. Et après, on va dire jusqu'en lycée, certaines fois en fac, après ça dépend de quelle fac et quel niveau de fac, Mhm. tu peux jouer des deux côtés du terrain, différents postes et tout. Une fois que tu es en pro, si tu arrives en NFL, tu joues soit en attaque, soit en défense. Des fois, là, tu as quelques mix. Tu peux avoir, par exemple, un tight end qui va être un tight end / fullback parce que l'équipe en a besoin ou un cornerback qui va être / safety parce que sur la secondary, il peut jouer dans les deux positions. Voilà. Mais au-delà de ça, plus de polyvalence que ça arrive extrêmement rarement. Ok. C'est Ok. dingue, c'est fou de se dire que du coup, il y en a, leur taf, c'est entre guillemets juste de mettre des boîtes aux autres, quoi. Alors, caricature, bien sûr, mais je veux dire, ils ne Ouais, touchent pas ou le ballon même de leur juste carrière, de quoi. bloquer. Tu prends un homme de Voilà. ligne offensive, le mec il joue avec l'escouade offensive, avec l'attaque, mais son Oui. seul boulot, par exemple, Oui, si c'est tu vrai, prends le ouais. centre, son seul Mhm. boulot, c'est de snapper le ballon derrière lui au QB, donc Ouais. lui donner soit de main à main, soit de lui lancer, et de bloquer les mecs qui arrivent en face. Protéger Point le barre, quarterback. basta. Ok. Le tackle gauche, le tackle droit, le garde gauche, le garde droit, ils sont là pour protéger le QB. Le ballon, ils en voient pas la couleur. Alors des fois, sur certaines formations, comme je disais, et pour Mhm. les récompenser, et le coordinateur offensif va juste le décaler un peu dans la formation. Donc il va devenir ce qu'on appelle éligible et il va surprendre tout le monde, rentrer dans la end zone et attraper le ballon et ce sera un touchdown. Mais, Ok. mais sur l'essentiel de leur carrière, ils vont faire je ne sais combien de millions de snaps pour toucher le ballon une fois. C'est C'est ouf. fou. C'est ouf. Mais pour. Comme, Ouais, Gianni, ouais, je me permets non, j'allais juste dire comme de. les kickers, c'est ça, non? Comme ça qu'on les appelle, les mecs qui tapent. Ouais. T'en as C'est deux. pareil. T'en as deux qui tapent. T'as les punters qui sont Ok. là pour juste dégager. Donc quand tu Ouais. fais tes 3 tentatives ou tes 3 tentatives et que t'arrives pas à obtenir 10 yards, donc sur la 4e tu te dégages. Ça c'est Ouais, le c'est punter. ça. Qui des fois fait aussi les kick-offs, donc les coups de pied Ok. dans l'engagement. Mhm. Et ce qu'on appelle les place kickers, PK quand tu regardes dans les colonnes Ok. ou les sites US, qui eux sont là pour taper les field goals majoritairement, principalement. Donc quand t'as fait pareil tes 3 tentatives, que t'as pas réussi à avancer assez, Mhm. mais que t'es assez proche des poteaux, tu tentes un field goal. Ouais. Donc ça te fait 3 points si ça passe. Et également les kick-offs de temps en temps, ça c'est à voir selon les franchises. Mais ouais, c'est des mecs qui sont là juste pour taper dans le ballon au pied. Mais C'est c'est fou. ce que disait, je sais pas si vous avez vu le documentaire, c'est Canal+ qui avait fait ça, sur Juninho quand il était parti aux New York Red Bulls. Il disait justement, mais moi si je jouais dans une franchise de football américain et si le foot ça pouvait être comme ça, moi je pourrais tirer des coups francs jusqu'à 50 ans, il y a pas de problème les gars. C'est ça qui est ouf, tu vois. Les mecs, ils ont vraiment un poste et toute leur carrière, ils jouent sur spécificité, un ouais. poste. Imagine un Juninho, tu lui dis bon, t'as 43 ans, mon grand, on va quand même te garder dans l'équipe histoire de tirer un petit coup franc à 25 mètres si jamais à la 92e, tu vois. Et il aurait Ouais, la non, qualité là de le faire. ils ne servent qu'à ça, à rien d'autre. Ils sont pas utilisés autrement. Eux, pour le coup, tu les verras pas rentrer sur une phase défensive, une phase d'attaque. Ils ne servent qu'à ça. Mhm. Mais malgré tout, tu vois, encore une fois, tu vas pouvoir trouver une différence de gabarit entre le punter et le place kicker. Parce que le place kicker, quand il tape dans le ballon, le jeu, il est arrêté. C'est-à-dire que, à l'exception très rare d'un field goal qui va être contré, il va taper dans le ballon, le jeu sera arrêté. Ouais. Le punter, lui, quand il tape, le ballon, il est vivant. La plupart du temps, le ballon, il est remonté. Donc, c'est souvent des mecs, les punters, qui sont un petit peu plus grands et un petit peu plus costauds. Alors, c'est pas énorme, Ouais. mais tu vois, on va dire que la moyenne des punters, elle va être entre 1,87 et 1,93 pour 90 à 100 kilos. Mhm. Alors que la moyenne des kickers, elle va être de 1,80 à 90 pour 85-90 kilos. Ce que tu veux dire, c'est que le punter, il peut être amené à défendre derrière si. Exactement. Ok, Ok. je capte.
C'est ouf, c'est ouf. Et pour parler du coup peut-être un peu plus des équipes et des joueurs, toujours voilà, dans le but d'initier un petit peu les gens, quelqu'un qui demain se met un petit peu à suivre le foot US, quelle équipe tu l'encouragerais à regarder? Je sais pas, mettons, bon, c'est toujours plus sympa quand on regarde un sport de supporter une équipe. Quelle équipe supporter aujourd'hui en NFL? Quelle équipe suivre? Quelle équipe supporter? Je vais pas dire qui supporter parce que ça voudrait dire que si je donne une bonne équipe, on va créer une nouvelle vague de bandwagoners comme on a à chaque fois, genre tous les fans des Patriots des 10-15 dernières années qui ne jurent que par les Patriots mais qui bizarrement là font beaucoup moins de bruit depuis le début de la saison. Je dirais regarder les Kansas City Chiefs parce que on a à la baguette de cette équipe un mec qui fait des choses qu'on n'avait jamais vues, qu'on ne reverra peut-être plus jamais le jour où sa carrière sera terminée, et qui, si sa carrière continue comme elle a commencé, qu'il n'y a pas de problème de blessure, qu'il n'y a pas tout ça, va peut-être avoir une histoire à la Michael Jordan, va peut-être avoir une carrière à la Michael Jordan, va peut-être disputer le statut de plus grand joueur de tous les temps à Tom Brady ou à Jerry Rice ou à Montana. Voilà. Ce que fait Patrick Mahomes aujourd'hui, c'est absolument sensationnel. Et ce qui est génial, même pour nous en tant que commentateurs, que suiveurs et tout, c'est que chaque fois qu'on commande Kansas City, donc là je parle vraiment de la partie offensive, à chaque fois quasiment il fait des choses qu'il n'avait encore jamais faites et qu'on n'avait encore jamais vues. À chaque fois on se dit c'est pas possible, à un moment voilà, il n'y a pas une infinité de possibilités, et bah si, il arrive encore à nous surprendre tous les week-ends. Donc dites-vous bien que si nous, en tant que spécialistes et suiveurs de la NFL depuis des années et des années, il nous surprend tous les dimanches, vous, si vous avez jamais vraiment suivi la NFL, regardez un match des Chiefs et vous allez vous dire mais waouh, juste waouh. C'est incroyable que tu dises ça parce que du coup, tu peux demander à Yo. Et moi, ça fait quelques années que je suis. Et pareil, sans avoir. Quand j'ai commencé à suivre, c'était voilà, il y avait notamment les Patriots, mais ça me faisait chier de prendre un peu l'équipe que tout le monde qui gagnait tout. Et quand Patrick Mahomes est arrivé, je suis tombé complètement amoureux du joueur et donc j'ai commencé à suivre cette équipe-là et donc notamment jusqu'au titre de l'année dernière avec ces playoffs incroyables où ils ont été menés à pratiquement tous les matchs, quoi. Et il sortait des choses en deuxième mi-temps folles. Donc c'est ouf que du coup tu prennes cet exemple-là. Aujourd'hui, je me considère comme un petit supporter des Chiefs, mais à la différence des autres, c'est que quand Patrick Mahomes ne sera plus là, je ne changerai pas d'équipe. Voilà, c'est lui qui m'a réussi à m'ambiancer sur une équipe, mais maintenant je m'y tiendrai. En plus, il y a Tech9 qui est toujours avec le maillot de Casey, tu vois. Donc c'est tout à ton honneur. Oui. Mais d'ailleurs, tiens, Yo, c'est une question. Oh, tu vois, je voulais te la poser au début d'émission, Yo. Rien à voir, mais Yo, il faut savoir, c'est que c'est un grand fan de James Harden depuis toujours. Yes. Donc, fan des Rockets. Il fallait bien qu'on ait une différence à un moment donné. C'est clair. Mais du coup, c'est un grand fan des Rockets. Mais Yo, moi, je voulais te demander, parce que je ne sais pas si tu vois qu'il y a quand même beaucoup de rumeurs qui parlent de James Harden aux Sixers. Mm-hmm. Moi, je suis fan des Sixers, en fait, Benjamin, c'est pour ça. Très bien. Yo, si James Harden quitte les Rockets, tu ne supporteras plus les Rockets? Alors, voilà. Tu vas renier tant d'années d'amour comme ça d'un revers de main? Je ne renierai rien du tout, car je suis fan absolu de James Harden et je suivrai James Harden partout où il va, tu vois. Donc, c'est une relation de fanatisme absolu que j'ai, tu vois. Donc, oui, évidemment, s'il va aux Sixers, en plus, j'adore les Sixers. Tu sais que j'ai le maillot de Joel Embiid et que j'adore Joel Embiid. Donc, pour moi, s'il part aux Sixers avec une équipe à peu près correcte et tout dépendra le trade, franchement, il est clair et net. Moi, je supporte plus le joueur James Harden que l'équipe Houston Rockets, si tu veux. Donc, James Harden est aux Houston Rockets. Les Rockets, ça sera mon équipe préférée. James Harden joue aux Wizards. Ça sera les Wizards, mon équipe préférée. Et moi, je suis fan de James Harden et je le suivrai partout où il va, quoi. Ok. Donc, du jour au lendemain, tu ne suivras plus les résultats des Rockets. Je suivrai les résultats des Rockets, évidemment, mais je serai pour les Sixers s'il part aux Sixers. En même temps, oublions pas que James Harden, il n'a pas commencé aux Rockets. Hein. Il a commencé au Thunder. Donc, à la base, il était déjà ailleurs avant. Mais bien sûr. À l'époque où il n'avait pas de barbe, tu vois. C'était... Ok. Bah écoute, moi, James Harden, je n'ai pas encore trop réfléchi à la question. Moi, je suis pour les Sixers, mais je ne suis pas fan d'Embiid, tu vois, pour le coup. Donc, c'est un petit peu le contraire. C'est Bill Simmons, il me semble. Hein. Que t'es pas fan de défense, parce que sinon tu vas en avoir pour ton argent. Bah, disons que Embiid, j'en ai marre en fait. Il me fatigue, voilà. Il me fatigue et il y a des joueurs qui parlent et qui assument derrière. Lui, il parle beaucoup et malheureusement, il n'assume pas tant que ça. Et pourtant, il a tellement de capacité. Joel Embiid, quoi. Et oui, c'est d'autant plus frustrant. C'est ça. Je suis d'accord avec toi.
Tu parlais de Tom Brady, pour ceux bon, j'imagine que s'il y en a qui suivent un peu la NFL, vous êtes obligés de connaître Tom Brady. Il a changé d'équipe cette année? Mhm, tout à fait, il est parti du côté de Tampa Bay ou de Tompa Bay, comme certains l'appellent désormais. Oh, ok. Est-ce que tu as Au début de la saison. est-ce que tu as un mot sur son début de saison et puis même sur les raisons un peu qui l'ont poussé à changer d'équipe? Il a été drafté par les Patriots, il a fait toute sa carrière là-bas? Ouais, Ou il il a a fait toute commencé? sa Ouais. carrière là-bas. Il est devenu pour beaucoup le GOAT là-bas, Ouais. greatest of all time, on Mhm. précise, hein, pas la chèvre évidemment. Mais à un moment donné, ça fait quand même quelques années qu'on sentait que la relation avec Belichick, avec les Pats, c'était plus que ça avait été. Ok. Et je pense qu'à un moment donné aussi, la réflexion pour Tom Brady, ça a été la suivante. Ça a été, depuis le début, tout le monde dit que Tom Brady en est où il en est aujourd'hui aussi parce qu'il est tombé au meilleur endroit, au meilleur moment. Ok. Et que c'était un petit peu le système et Bill Belichick qui en avait fait l'homme qu'il était aujourd'hui avec tous ses titres et tout. Et au moment de la renégociation de contrat, il a tout de suite senti que ça allait pas bien se passer, que les Patriots allaient pas lui proposer ce qu'il voulait. Et donc il s'est dit, eh ben ça va être la meilleure manière pour moi de prouver que le système des Patriots marchait grâce à Tom Brady, non pas que Tom Brady marchait grâce au système des Patriots. On va Ok. pas encore juger, c'est trop tôt, mais sur les 8 premières semaines de la saison, pour l'instant, c'est plus Tom Brady qui a raison que Bill Belichick et le système des Patriots. Parce que New England, ils sont cataclysmiques depuis le début de la saison. J'ai vu Cam ça. Ouais. Newton, il est cataclysmique depuis le début de la saison. Il y a eu quelques petites éclaircies, c'était plutôt bien, mais bref, ils y sont pas, et ils sont pas là où ils devraient en être aujourd'hui. Alors qu'à Tampa Bay, ça a commencé un petit peu doucement, mais depuis quelques semaines, c'est en mode rouleau compresseur, ça roule sur tout le monde. Alors, on verra plus loin, parce que l'objectif, c'est pas juste de faire une bonne saison pour C'est Brady clair. et les Buccaneers, c'est d'aller en playoff, c'est de faire des choses en playoff. La NFC est extrêmement compétitive cette saison, et s'ils veulent aller, ne serait-ce qu'au Super Bowl, représenter de la NFC, il va falloir qu'ils nous fassent de sacrés matchs de playoff. Mais voilà, je pense que pour moi, la réflexion de Brady, elle a été là. Elle a été, d'un côté, on va pas me donner ce que je veux financièrement. Ouais. De l'autre, je peux montrer et prouver à tous mes détracteurs que c'était moi qui faisais New England et pas New England qui faisait Tom Brady. Et voilà, il s'est dit, si je vais gagner un titre ailleurs, et effectivement, je crois qu'on peut, là, pour le coup, il y aura plus aucun débat. Si Tom Brady arrive à Tampa Bay et ramène un titre à Tampa Bay après celui, je crois, de 2003, 2006, je sais plus, j'ai un doute, ce sera le plus grand joueur de tous les temps. Point barre. Il n'y aura plus aucun débat, il n'y aura plus de discussion LeBron, Michael Jordan, il n'y aura plus terminado. Ce sera lui parce qu'il aura réussi à amener au Super Bowl une franchise qui était quand même pas tip-top depuis ces dernières années. Et en plus, il aura su gagner ailleurs, alors que la franchise avec laquelle il avait gagné aura, elle, été mauvaise sur la saison. Bah ouais, parce que si là on prend les chiffres actuels, Tampa Bay ils sont à 6 victoires de défaites et les Patriots ils sont à 2 victoires, 5 défaites. Donc pour l'instant, comme tu dis, il y a quand même un impact Tom Brady, quoi. Ah, clairement. Et avec Jameis Winston, même si les Buccaneers se sont quand même bien renforcés, et pas que Tom Brady, hein, Tom Brady est responsable de la mue de Rob Gronkowski du côté de Tampa qui est sorti de sa retraite, mais ils ont quand même plutôt bien drafté pour l'instant, je trouve. Ils sont allés chercher des joueurs comme Leonard Fournette, ils sont allés chercher aussi des joueurs pour renforcer les squads défensifs, donc il y a eu un gros recrutement, pas uniquement Tom Brady, donc peut-être qu'avec Jameis Winston, ils auraient aussi fait une saison intéressante, mais je pense pas qu'ils en seraient là où ils en sont aujourd'hui et qu'ils laisseraient cette impression de domination vraiment qu'il y a eu sur les derniers matchs, qu'il n'y avait pas, alors un peu moins sur le dernier contre New York, mais la série de victoires là, il y a eu quand même de belles rencontres et de toute façon, on va avoir là ce dimanche soir un vrai élément de réponse aussi sur ce qu'on doit attendre de Tampa Bay, d'abord dans leur division, la NFC South, puis potentiellement pour la suite. Ils jouent le match retour contre les Saints. Ils avaient joué et perdu la toute première semaine à New Orleans. Là, ils les reçoivent ce dimanche soir en prime time aux US Sunday Night Football. Si Tampa gagne et qui plus est gagne de manière convaincante comme il l'avait fait par exemple contre Aaron Rodgers et les Packers il y a quelques semaines, il va falloir commencer à se dire qu'il y a sérieux prétendant. Ok. J'ai juste une dernière question à te poser. Tu parlais de conférence. Il y a un truc que j'ai pas compris sur le système de conférence. Alors, j'ai pas creusé plus que ça, mais sur le système des conférences de la NFL, tu vois, en NBA, c'est conférence Est, conférence Ouest. Les équipes sont organisées géographiquement. Enfin, même s'il y a 2-3 équipes, je veux dire, voilà, New York, c'est l'Est, Los Angeles, c'est l'Ouest, etc. Là, il y a la National Conference et l'American Conference, c'est ça?
Ouais, c'est un peu comme le baseball en fait. Là, les conférences sont pas géographiques. Ouais. Par contre, les divisions le sont. Au Ok. baseball, tu as l'American League et la National League. Et par exemple, tu as deux équipes à New York, les Mets et les Yankees. Les Mets Mhm. sont en National League, les Yankees sont en American League, par exemple. Ok. La NFL, c'est un peu pareil. À Los Angeles, tu as deux équipes. Dans la NFC, la Ouais. National Football Conference, tu as les Rams de Los Angeles. Mhm. Et dans l'AFC, tu as les Chargers de Los Angeles. Avec le Les rookie, conférences, elles, vraiment, sont pas du tout géographiques. D'accord. Elles permettent, si tu as deux équipes dans une même ville, de les séparer pour être sûr qu'elles se jouent pas toute la saison et que potentiellement, et ça c'est le rêve de tout comiche, c'est d'avoir un Super Bowl ou des World Series entre deux équipes de la même ville, parce que là ouais. c'est un carton total. Bien clair. sûr. Par contre, après, les divisions, elles, sont les mêmes. En baseball, tu as East, Central et West. Il y en a trois par ligue. Au foot américain, tu as 4 divisions de 4 équipes par conférence. East, West, North, South. Donc, par exemple, si tu prends l'AFC, dans l'AFC East, tu n'as que des équipes de la côte Est des États-Unis, ou quasiment. Tu as Buffalo, Miami, New England et New York. Exact. Si tu prends l'AFC North, t'as quasiment que des équipes qui sont autour des grands lacs. Pittsburgh, Baltimore, Cleveland, Cincinnati. Voilà, ils essaient de regrouper un peu comme ça, avec aussi les propriétés géographiques des États-Unis qui font que c'est pas toujours possible. Par exemple, dans la AFC West, t'as Kansas City, Las Vegas, ex-Oakland, Denver et Los Angeles. Forcément, il y a plus de voyages à faire, mais en même temps, sur la côte ouest, entre les grandes étendues sauvages, les montagnes et compagnie, c'est plus dur d'avoir des franchises qui sont plus proches les unes des autres. Ok, d'accord, ça marche. C'est quelque chose qui m'a toujours intrigué, cette histoire-là. Ok. Et du coup, pour conclure un petit peu là sur cette partie-là, si tu devais faire un petit peu tes pronostics, ou en tout cas les équipes que tu sentais bien sur la fin de saison pour cette année, tu parlais du coup forcément des Buccaneers. Il y en a d'autres un petit peu que tu sens bien là sur, si tu devais Dans la te NFC, mouiller un peu. globalement, je pense que dans le carré final, si la logique est respectée, cette année, on devrait retrouver Tampa Bay, Green Bay, probablement Seattle, et derrière, à voir qui arrivera à tirer son épingle du jeu, mais c'est extrêmement, extrêmement serré. Dans les AFC, j'avoue que je suis un peu plus dubitatif, et qu'au-delà de Kansas City et de Pittsburgh, pour l'instant, j'ai personne même les Ravens qui étaient attendus comme des grandissimes favoris, je suis pas complètement convaincu par ce qu'ils font. Donc voilà, par exemple, aujourd'hui, si je devais m'exprimer sur une finale de conférence AFC, je donnerais un Pittsburgh-Kansas City en AFC Championship parce que pour l'instant, ces deux-là ont vraiment montré beaucoup de choses, et limite, je mettrais ces deux-là pour l'instant au-dessus même de toute la masse et de toute la ligue de manière générale, au-dessus aussi des franchises de la NFC. Ok. Et Pittsburgh, je crois que c'est la dernière équipe invaincue de la NFL, c'est ça? Ouais, 7 victoires, aucune défaite, ouais. Ok. Et qui normalement devrait être à 8-0 après les matchs de dimanche, parce qu'ils jouent sur le terrain des Cowboys, qui sont absolument cataclysmo-pathétiques depuis quelques semaines, qui ont perdu leur QB, enfin voilà, c'est difficile de faire pire que les Cowboys ces derniers temps, donc normalement les Steelers devraient leur rouler dessus. Ok. Ça marche. Eh ben écoute, Benjamin, merci. Ah tiens, on a juste le petit clin d'œil. Il y a 2 semaines, là, il y a eu cette incroyable action de Daniel Jones. Oui, je l'ai commenté en direct, la course de 80 yards qui se termine dans René Lataupe. Tout à fait. Il me semblait que c'était toi qui commentais ça. J'étais pas sûr à 100%, mais il me semblait que c'était toi quand j'ai vu l'action. Incroyable. Je vous invite à taper Daniel Jones, je sais pas, fail. Oui, pour le trouver, c'est ça. Après, encore une fois, c'est vrai qu'on l'a dit plusieurs fois, on en a énormément rigolé à l'antenne, on n'était pas loin du fou avec Lolo et tout. Évidemment. Mais a posteriori, quand on dit fail, c'est comme ça qu'on va trouver la vidéo, mais c'est un peu dur parce que c'est un mec qui à la base est quand même pas censé, son boulot numéro 1 c'est pas de courir. Bien sûr. C'est un mec qui fait 80 yards à la vitesse la plus élevée pour un QB sur les 2 dernières saisons. Ok. C'est juste que ses jambes et son corps sont allés plus vite que lui. Et à un moment donné, il a eu peur, je pense, que quelqu'un arrive derrière lui et le rattrape. Il était en bout de course de chez bout de course, il avait quasiment traversé tout le terrain. Avoir les capacités de courir à cette vitesse-là sur quasiment 100 yards et aller au bout, je suis pas sûr que grand monde soit capable de le faire, à part quelques joueurs spécialisés, quelques running backs, quelques receveurs. Donc sur le moment, évidemment, on est mort de rire, on crie au fail et tout. Improbable. Mais rien que déjà ce qu'il a fait, c'est un vrai exploit. Ouais, c'est sûr. Bien sûr. Et puis, si vous êtes fan de NBA, on parlait de Kansas City tout à l'heure, je vous invite à taper Travis Kelce sur Google. Le NFL, du si coup. Vous avez Non, parce que si vous êtes fan de NBA, vous allez avoir une impression de déjà vu.
Travis Kelce, c'est le fameux sosie de notre ami Jonas. Ah oui, Exactement, sosie de Jonas Valanciunas. Tout à Il fait. est incroyable ce sosie, je te jure. La première fois que je l'ai vu à la télé, j'ai presque eu un doute, quoi. Je me suis dit, mais attends, Ils ça, c'est sont- pas possible. Quoi. C'est la même personne, quoi. Et moi, Ouais. ça m'avait pas fait plus kiffer depuis Joel Tiei, le sosie officiel d'Eddie Murphy, quoi. Pour ceux qui connaissent. Joel Tiei, joueur du Havre, vous pouvez taper Joel Tiei, regardez les photos Panini. Pour ceux qui collectionnaient à l'époque, vous savez, et regardez, c'est Eddie Murphy, époque 90s, avec la petite moustache, c'est incroyable. C'est lui, en fait. Je pense que c'est lui. C'est On les a jamais vus, en tout cas, au même endroit, au même moment. C'est ça. C'est ça. Bon, Benjamin, en tout cas, merci sur cette partie. Alors, forcément, on n'a pas pu être aussi exhaustif qu'on pourrait l'être, hein, parce qu'on pourrait te faire parler pendant des heures encore, mais on va quand même garder un petit peu de temps. Est-ce qu'il te reste une dizaine de minutes pour rester avec nous, Benjamin? Pour la famille grenobloise, toujours. Ah, c'est beau ça c'est beau. Si vous n'êtes pas d'ici, vous ne pouvez pas savoir cette communauté qui existe et cette fierté à être de la fameuse cuvette. C'est beau, c'est beau. Benjamin, on va prendre Nous sommes des êtres pollués. des êtres Pollués. pollués, tout à fait. Oh oui, ça c'est sûr. Voilà, on va prendre 10 minutes, un peu plus cool, un peu plus fun. On va laisser tomber, quoique ces histoires de sport, de foot US. On va parler un peu de tout et de rien. Je sais pas si tu connais, Benjamin, le portrait chinois. Tu sais, c'est souvent quand on Si on tu dresse le portrait de si tu étais, etc. par exemple, voilà. Alors, bon, moi, je fais un truc un petit peu différent. On aime bien dresser le portrait moldave de nos invités. Ah, ça me plaît beaucoup. Voilà. Ça me Puisque plaît je beaucoup. le rappelle, un jour, nous tournerons une émission en direct de la Moldavie. Oh, C'est que quelque oui. chose que nous avons annoncé depuis le début. Alors, dans un contexte sanitaire un peu plus favorable, ce sera mieux. Mais Évidemment. voilà, je le rappelle, nous le ferons un jour en direct de la Moldavie. C'est sûr. Donc, La Benjamin, capitale de la Moldavie étant, messieurs, quand même. ah, je l'ai oublié là. Oh, bah non, ah non. Ah, je l'ai Il pas. faut tourner en direct de Chisinau, messieurs, de Chisinau. Chisinau, magnifique. Et la langue officielle moldave, Ah, tu maîtrises? le roumain. Ah, tu me fais rêver. Si tu me dis que tu me sors un mot en moldave, tu me fais rêver. Je peux. Alors, Allez. je vais te sortir un nom moldave. Juste pour info, ce n'est pas le moldave, c'est le roumain. D'accord. Eh oui, la langue officielle de la Moldavie est le roumain. Voilà. Checké tout, je t'y prête. Oh là là. Oh là là. Oh, il est fort. Délice Oh, il est auditif. Ça veut dire est-ce que tu es prêt? fort. Je suis Très, sûr très qu'il l'a inventé. C'est pas vraiment moldave, en vrai. Mais non, Il y a prêtre, c'est pas Non, mais normal. garde-nous l'illusion. C'est comme le Père Noël. Casse pas le truc trop vite. vous pouvez aller vérifier, je vous promets. Alors, je sais pas si je le prononce bien, mais ça veut dire est-ce que tu es prêt? Donc, Là, tu vas avoir la mafia moldave qui va te tomber dessus en te disant que c'était mal prononcé. Peut-être. Très présente à Grenoble, la mafia moldave en plus, faut faire gaffe. Écoute, j'ai 10 questions à te poser. Tu me réponds, tu n'as pas besoin de te justifier ou d'expliquer. Je te Très pose bien. une question, tu réponds. Ça roule? Allez. Alors, le meilleur partenaire pour commenter un match? Laurent Marceline. La ville qui mériterait d'avoir sa franchise en NFL? Ah, c'est pas facile ça. La ville qui mériterait d'avoir sa franchise en NFL, parce qu'il faut en trouver une qui en a pas, où je suis allé, où j'ai kiffé. Allez, Honolulu. Ah ouais, pas mal, ouais. Et en NBA, justement. Et en NBA, c'est pareil, est-ce que ça bouge? Mais allez, pour le kiff, parce qu'à l'époque, dans les vieux, là je me justifie, mais dans les vieux NBA Live sur console, Vancouver. Je kiffais les Vancouver Grizzlies à l'époque. Si Ou au contraire- Seattle, allez, je rajoute Seattle parce que aussi mérite. Ah oui, c'est vrai, c'est pas faux. Si au contraire, on devrait diminuer la NFL, quelle équipe tu vires en premier? On va virer une équipe de losers. J'aurais bien dit mes Lions, mais ce serait trop dur pour moi-même. Quelle équipe est pathos? Les Jets. Out. Les Jets de New York. Ton homme politique préféré? Oh, j'en ai pas. Préféré, tu m'aurais dit homme politique ou femme politique détestée, j'aurais trouvé. Mes politiques préférées, non. Ah, détesté sauf Trump. Détesté sauf Trump? Marine. Ah bah oui, ça se tient. Si tu ne pouvais regarder plus qu'un seul sport à la télé, ce serait lequel? Football américain. Ton endroit préféré à Grenoble? Ça fait remonter beaucoup de souvenirs tout ça. Où est-ce que j'ai pu mettre les pires races?
Ouais, c'est pas les choix, c'est pas les endroits qui manquent. Hein. Non, c'est ça le problème, c'est que ouais, je dirais la tournée des bars globalement autour de Place aux Herbes, tout ça. On s'en est mis tellement là-bas que rien que pour ça mérite. Ouais, tu pouvais répondre les bars grenoblois, j'acceptais. Hein. L'événement sportif, tout sport confondu, que tu aurais rêvé de voir en direct. Donc quelque chose qui s'est déjà produit et que j'aurais rêvé de voir en direct. C'est ça. Euh... D'être sur place, quoi. Ah bah, je vais dire Munich 93. Ah oui, Ouais, oui, très bon choix. Carrément. Le journaliste sportif qui ferait mieux de retourner boire des Ricards au PMU. Ouf, là ça demande d'attaquer les copains. Je sais. Allez, juste parce que je sais qu'il le prendra bien, Tony Masson. Et enfin, est-ce que tu peux nous raconter très rapidement ton pire souvenir de commentateur? Mon pire souvenir, alors étrangement, ça va être à la fois le pire et un des meilleurs. Match 3, je dirais, des World Series 2018 entre les Dodgers de Los Angeles et les Red Sox de Boston. Et donc ça commence forcément tard puisque c'est pendant la nuit. C'est à LA au Dodger Stadium, le match commence, on prend l'antenne, je pense qu'il est 1h55 ou 2h du matin. Et on rend l'antenne de manière officielle à 9h30 du mat. Wow. Donc on a passé 7h30 en live à l'antenne, sachant qu'au baseball, les pauses ne sont pas suffisamment longues pour que tu puisses faire quoi que ce soit autre que rapidement grignoter un petit truc ou boire un petit coup. Donc tu ne peux pas sortir de ta cabine, tu ne peux pas aller aux toilettes. Si tu n'as plus rien à boire ou à manger, tu ne peux pas aller en chercher. On a fait 7h30 de live. Et c'était donc à la fois exceptionnel parce que c'est le match le plus long de l'histoire des World Series, c'est le match le plus long de l'histoire des playoffs. Le scénario, etc. était exceptionnel et c'est quelque chose qu'on revivra a priori plus jamais. Donc malgré tout, tu vois, t'es content, presque un peu fier aussi de faire partie de ça et d'avoir vécu tout. Mais en même temps, les 2 dernières heures ont été d'une longueur absolue où tu te demandes encore comment tu gardes les yeux ouverts, tu te demandes comment tu tiens sans craquer physiquement, mentalement. J'ai terminé, j'étais allongé par terre dans la cabine avec le casque du câble du micro qui était tiré au maximum parce que je pouvais pas faire plus pour rester. J'ai commenté pendant la dernière heure en étant allongé par terre tellement. Voilà. Donc c'est à la fois le meilleur et le pire parce que ça rassemblait tout ce qu'il pouvait y avoir de mieux et de pire là-dedans. Incroyable. Eh ben écoute, je te remercie. Bravo, on a dressé ton portrait moldave du coup. Magnifique. Yo, tu as quelque chose pour lui? Oui, bien sûr, bien sûr. J'ai un jeu pour toi, Benjamin, qui s'appelle le jeu du « et si ». C'est très simple, je vais te poser 3 questions et tu vas me répondre à ta convenance, comme tu le sens, comme tu t'ambiances. Première question, c'est « et si tu te retrouvais seul sur une île déserte pendant 1 an et que tu pouvais écouter que 3 albums, lesquels prendrais-tu » Waouh. Je vais revenir dans mon adolescence, mon enfance, parce que c'est, je pense, les albums, même si j'écoute beaucoup moins de musique aujourd'hui, ça pèse moins, mais les albums qui m'ont fait kiffer de ouf et que j'ai écouté tellement de fois que jamais je réécouterai des albums comme ça. C'était du rap français à l'époque. Je vais prendre KLR du Saiyan Supakru. Yes. Je vais prendre je crois que c'était le titre de l'album aussi, l'album où il y a le bilan des Nègres Marrons. Ok. Et après, qu'est-ce que je prendrais en plus? Je pense que quand même, pour le côté international et pour sortir un peu du rap hip-hop, je prendrais un best-of de Queen. Oh oui, très bon choix. Important. Je valide. Il faut avoir plusieurs vibes si on reste 1 an sur une île déserte. On ne sait pas quel sentiment et qu'est-ce qui va se passer. Peut-être que tu rencontreras quelqu'un et j'avoue qu'un petit Queen, ça peut toujours passer si tu rencontres une petite Queen, justement. Tu vois. Il y en a une dans la maison, ça va pas lui faire plaisir. Comme ça. Ah, mais c'est un jeu, on se met dans l'ambiance, les gars. C'est pas du réel. Ambiance c'est pas du réel. Voilà. Et s'il y avait 3 films, tu prendrais lesquels? Waouh, c'est tellement dur ce genre de questions. Ah ouais. Quand t'es pas préparé, c'est vrai que c'est dur. Ouais, de ouf. Ça, le but. Il faut dire ce qui te vient par la tête, quoi. C'est pas par rapport à mon métier, je vais te dire L'Enfer du Dimanche, Any Given Sunday.
Par rapport à mon enfance et le film que j'ai le plus vu, je pense, dans mon histoire, Jurassic Park, le premier du nom. Ok. J'étais un fan inconditionnel de dinosaures quand j'étais gamin. À 5 ans, je te récitais tous les dinosaures par cœur en faisant des exposés en maternelle et tout. Laisse tomber, j'étais un malade. C'était du grand délire. Ma mère, elle devenait un peu folle. D'ailleurs, je voulais être paléontologue à l'époque, tu vois, comme quoi ça change. Et il en manque encore un. Là, il y a gros dilemme. Parce que j'ai 2 films du même genre, c'est-à-dire humour, où tu connais les répliques par cœur et tu casses les couilles à tout le monde parce que tu connais les répliques par cœur chaque fois que tu les vois. T'es tout seul, c'est pas grave. J'hésite fortement entre La Cité de la Peur et Astérix Mission Cléopâtre. Allez, t'as le droit d'en prendre 4. Allez, c'est bon. Voilà. Si tu me donnes les deux, c'est les 2 films à ne surtout pas voir avec moi. Un peu comme Jurassic Park ou comme la trilogie du Seigneur des Anneaux, parce que je vais te sortir toutes les répliques tout le long du film et je vais être insupportable. La réplique d'Edouard Baird, tu la tiens. Je l'ai pendant très longtemps tenu par cœur et j'ai un t-shirt avec toute la réplique d'Edouard Baird dessus. Oui, évidemment. Bon, La Cité de la Peur, il revient souvent, quand même. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que la Cité. Après, c'est notre génération aussi. C'est les nuls, c'est notre humour, c'est notre génération. Sûr. Donc, si tu m'écoutes un peu commenter, honnêtement, je pense pas qu'il passe un mois, tout sport confondu, sans que je fasse une citation de La Cité de la Peur dans un de mes codes. Encore dimanche dernier, le match était absolument one-sided. Il y en a une équipe qui se faisait défoncer par l'autre et tout, et j'ai lâché un moment, attention, c'est une véritable boucherie à l'intérieur. Que des trucs comme ça, tu vois. Et tu trouves toujours un contexte pour poser ta petite punchline que t'as déjà posé 100 fois, mais tu t'en fous, tu kiffes tellement que tu le refais. C'est ça. On te fait un coffret alors officiel, La Cité de la Peur et Astérix Obélix, Mission Cléopâtre. Alors c'est humour français, parfait. De ouf. Et si un génie apparaissait maintenant devant toi et qu'il te donnerait la chance d'avoir un super pouvoir pendant toute ta vie, tu choisirais lequel? Écoute, maintenant que je suis papa, celui de garder mon fils en bonne santé jusqu'à ce que je ne sois plus là. Ah, c'est beau. Ouais, comme je comprends. C'est très beau. Magnifique. Bravo, Benjamin. C'est beau. Et il nous reste une dernière, Gianni. Pardon. C'est fou, ça, quand même. Alors, écoute-moi bien. Tu as dit, j'ai 3 questions à te poser. Oui. C'est pour ça. Ouais, mais c'est comme les films. Il y a un package. C'est la même chose, mais oui. Dans un souci d'éviter les temps morts, j'étais prêt à repartir, mais pardon. Car il y a la dernière question. La dernière question, c'est: et si tu pouvais être un animal pendant une journée, tu choisirais lequel et pourquoi? Je dirais un orque, parce que je kiffe les orques et que j'adore l'eau et la mer et tout, et de pouvoir pendant une journée vivre sous l'eau, dans l'océan, et voir comment ça se passe là-bas dessous, ça pourrait être bien drôle. Ok. À défaut de prendre Sauver Willy, tu deviens un orque, quoi. Exactement. C'est beau. C'est beau. Ok, merci à toi. C'est génial avec tous les invités d'avoir des réponses toujours très variées, quoi. Bien sûr. Cool, c'est bon Yo, tu as fini ou pas? Il y en a une 5e ou... Non, j'ai terminé les gars. Moi j'ai un dernier petit truc pour toi Benjamin, ça s'appelle le défi de Canon, c'est le Canon Challenge. La sfida di Canon, il deficios del Canon. Et en moldave. Et Chiquetou et Stiplet. Très bien. Ça veut dire Chiquetou et Stiplet. En fait, avec ça, tu dis ça. En gros, c'est simple. On aime bien poser un petit défi à nos invités, un défi un peu drôle. Donc, j'ai un défi pour toi, Benjamin. Si tu relèves ce défi, tu pourras nous demander de faire un gage de ton choix, voilà, soit dans l'émission, sur les réseaux sociaux, n'importe quoi. Voilà, tu pourras nous imposer un gage. Si tu ne fais pas le défi, tu ne le fais pas. Voilà, c'est un jeu. Le but, c'est quand même d'essayer, sinon c'est pas drôle. Voilà, disons que tu n'as rien à perdre, en tout cas, dans ce défi. Benjamin, petite question, quel est le prochain match que tu commentes? Je commente la première partie du Red Zone de NFL demain soir, donc ce dimanche à partir de 19h et jusqu'à environ 22h15, 22h20. Ok, mais c'est de la présentation de plateau ou c'est du commentaire de match? Non, c'est du commentaire de match. Je commente un multiplex avec, je crois qu'il y a 8 matchs en même temps, un truc comme ça, et je commente les 8. Ok. Eh bien écoute Benjamin, j'ai 5 mots à te faire caser. Alors attends, il va falloir que je prenne un papier parce que sinon je vais les oublier. Voilà, et attention, pas des mots à caser à la mi-temps d'un match quand tout le monde va pisser, quoi. Je veux non, il faut qu'il y ait un sens. Bah non, mais de toute façon, caser un mot, s'il n'y a pas de sens et qu'il sort comme ça à brûle-pourpoint, il n'y a aucun intérêt. Il faut trouver une manière de l'amener, sinon c'est pas drôle. C'est le jeu.
Magnifique. Ça a été un des jeux préférés de ma mère à une époque. C'est vrai? Ouais. Eh ben écoute, c'est superbe. Donc j'ai 5 mots pour toi si tu les cases sur tes donc 2h30 de commentaires. Mais ça veut dire que tu vas devoir te taper les 3 heures de NFL pour être sûr, sans cligner des yeux une seconde pour ne rien louper. Mais tellement. Mais c'est évident, je serai là aussi derrière mon écran, bien sûr. Et j'espère que nos auditeurs sont quoique dimanche, l'émission, le temps de la mettre en ligne, je ne sais pas si elle sera dimanche. On va voir. Mais bien sûr, je ne travaille pas lundi matin en plus, donc ne t'inquiète pas, je serai là. Je suis tout oui. Avec notre petit poker du dimanche soir en plus, ça va être parfait. Tu vois, ça sera parfait. Poker en ligne, bien sûr, confinement oblige. Évidemment. Alors voici les mots. Tu devrais caser sirupeux. Sirupeux, très bien. Chartreuse. Ah, si tu me prends par les sentiments. Facochère. Oh, merci Jenny, merci. Elikaku. J'ai été jeune et facochère. Tu devrais caser Elikaku. Elikaku. Et le 5e, Yo, je te le laisse. Oh, on me le laisse. Le dernier, waouh, ça sera tentacule. Tentacule. Ouais, bon, sportivement parlant, on peut le placer plein de fois. Ouais, j'ai envie de te dire, ça c'est pas trop méchant ce que tu m'as fait, parce qu'un receveur, c'est vite trouvé. Tentacule. Je pensais que tu allais parler d'opossum, Yo, tu vois. Mais on a déjà peur. Après, tu vois, il faut respecter la savane, on va pas trop en faire. On va pas faire tout le zoo non plus. Voilà. Ok. Bon, c'est bon, tu les as notés? Évidemment, c'est noté, c'est enregistré, et je peux te dire que tu les entendras demain entre 19h et 22h30 sur Bein Sport Max 4 ou 5. On sera devant notre écran, c'est énorme. Énorme. Malheureusement, alors j'ai peur que l'émission, si je la mets en ligne ce soir, peut-être qu'on peut la partager. Bien sûr. Mais après, est-ce que les gens l'écouteront le temps, tu vois? Tu vas faire le nécessaire. On croit en toi, Jenny. On croit en Benjamin et ça va se faire, c'est obligatoire. On peut essayer de la sortir demain après-midi. Les gens pourront l'écouter demain après-midi et être présents. Voilà. Donc vous le savez, au moment où sort cette émission, ce soir à 19h, regardez du foot américain déjà parce que c'est cool. Peut-être que ça vous plaira et en plus. Vous devriez avoir des petites dédicaces. Sirupeux, chartreuse, facochère, Elikaku et tentacule. Magnifique. Deal. Oh, c'est beau. Magnifique. Franchement, tu me fais rêver, Benjamin, d'accepter comme ça. Je te jure. C'est énorme. J'adore. Magnifique. Ça me met un petit challenge aussi, c'est marrant. Moi, j'adore ça. Ouais. Écoute, c'est incroyable. Benjamin, écoute, je te remercie. Avant de se quitter, je sais pas si tu as écouté les émissions. On a toujours un intervenant qui se débarque en fin d'émission. Je sais pas si tu as eu l'occasion de j'avais écouté des débuts d'émission, mais pas de fin, pour être tout à fait honnête. En gros, en fait, chaque fois qu'on termine une émission, voilà, on a un collègue qui se connecte et qui vient juste faire une petite intervention et poser une question à notre invité. Et d'ailleurs, là, je vois qu'il est en train de se connecter. Du coup, ouais. C'est Jean-Michel Plapéi. Jean-Michel, est-ce que Oui, bonjour Jean-Yves, bonjour à tous. Ici Jean-Michel Plapéi en direct du Dickneck Bar où j'étais présentement en train de boire un verre à l'envers, ici même à Anvers. Et ça, c'est déjà une performance de haute voltige. Je me présente en 2 mots pour les personnes qui ne me connaissent pas encore. Je suis considéré comme le Daft Punk de la Gaulerie, le roi du calembour de Nevers jusqu'à Hambourg. Je souhaitais intervenir dans ce tout nouveau bail de podcast, spécialement réservé au football américain. Bon. Nous autres, ici en Belgique, le seul Américain qu'on connaît, c'est l'Américain fricadelle sauce Dallas. Hein. Donc, nous sommes particulièrement fanatiques de la X-League, qui n'est ni plus ni moins que le foot US féminin. Parce que moi, quand je vois des gros squeeze, des gros nénés se courir après en tenue légère et en lingerie fine, ça s'est réveillé en moi ce petit côté voyeur et ça s'est m'excité à souhait. Tu ne peux pas te rendre compte comment, Johnny. Donc, je demande spécialement à Benjamin, va falloir mettre un petit peu de NFL féminine sur les antennes de Bein Sports afin de doper les audiences et de se rincer l'œil par la même occasion. Faire d'une bière 2 coups sans mauvais jeu de mots. Parce que trop de testostérone au yard carré, mais ça commence à me faire chier aussi. Il va pas falloir jouer avec mes couilles trop longtemps. Hein. Bon, je dois vous laisser parce que j'ai un rendez-vous de la plus haute importance avec Mireille à 21h12. Je vous fais une baisse à tous. C'était Jean-Michel Plapéi en direct d'Anvers. Merci Jean-Michel. Ah là. Très très bon. Très très bon. Alors je vais juste objecter que ça s'appelle la XFL et qu'à ma connaissance ça n'existe plus. Je crois que la ligue a disparu malheureusement. Mais sinon je ferai tout ce qui sera en mon pouvoir pour aider Jean-Michel Plapéi qui d'ailleurs
En d'autres temps, j'aurais dit il y avait un accent qui se rapprochait de celui de Raymond Goethals, mais si vous avez entendu un certain André Villas-Boas, pourtant portugais de son état, s'exprimer après le match de l'OM hier soir, on aurait dit le même accent. André Villas-Boas aurait des origines belges, et ça c'est beau. On vient de le découvrir aujourd'hui dans Bail de Podcast, c'est fort. Ou alors André Villas-Boas, en fait. Non pas Oui, tout à fait. Jean-Michel Platini. Villas Van Boas. Voilà, Villas Van Boas. Ah là là, bravo Jean-Michel. Bravo Jean-Michel, merci à toi. C'est le running gag de fin d'émission à chaque fois. Écoute, Benjamin, on te remercie très chaleureusement pour être resté avec nous pendant tout ce temps. Merci à vous de m'avoir invité. Eh ben écoute, c'était vraiment cool. En plus, tu sais quoi, pour de vrai, ça faisait vraiment longtemps, dès le début qu'on a lancé ce podcast, on s'était dit faut qu'on parle un jour de Foot US parce que c'est juste trop cool, même si on suit pas même si on suit pas de manière vraiment très très assidue. Et donc forcément, Foot US, le premier nom qui nous revenait, c'était toi. Surtout quand tu avais vu faire un petit intérim sur NBA Extra et que tu t'en étais super bien sorti, c'était super cool. Et voilà. C'est et donc gentil, cool. merci beaucoup. Après, j'ai appris par nos petites connaissances qu'on avait, mais on s'est même pas capté par. D'ailleurs, c'est ce que j'allais dire. On ne remercie pas pour le coup Alexis Sandre, qui était censé nous mettre un peu en relation, mais qui au final a eu d'autres choses à faire, quoi. C'est vrai, c'est pas faux. Bon, on lui en voudra pas. Il est bien occupé et puis lui aussi, pour le coup, il vit de sa passion, donc c'est vraiment cool. Et non, on s'est croisés sur ce magnifique montage qui m'a permis de gagner une petite veste que j'attends toujours. Rémi, si tu nous écoutes, voilà, j'attends que tu m'envoies la veste. Je le rappelle. En tout cas, non, c'était vraiment. Je vous ferai passer le message. Écoute, y a pas de souci. J'ai gagné le concours des pronostics aussi de beIN Sport sur les brackets des playoffs cette saison et j'ai toujours pas l'argent non plus. Donc je vais lui dire un peu là qu'il faut. Alors Rémi, il y a entourloupe. Ouais, il m'a dit il y a pas longtemps qu'il a envoyé ça le soir de la draft. Donc voilà. Oui, et puis il était en vacances et tout. Donc oui, non, mais je l'ai vu la veste. C'est la veste des Lakers. Exactement. Elle est magnifique. Donc tu l'auras. Y a pas de souci. Ah, c'est cool. Non, j'attends religieusement qu'elle arrive, mais j'étais En plus, t'as bien gagné sur le concours de Chris Singleton. Et oui. Tu sais que ce soir-là, il n'avait pas d'idée de concours, et c'est moi qui lui ai donné l'idée du concours. Mais en plus, alors, la boucle est bouclée. Magnifique. En toute objectivité, je veux dire, le montage méritait quand même la victoire. Franchement. Oui, le montage était parfaitement claqué au sol, tout à fait. Oh là là. Bon, en tout cas, c'est vraiment, vraiment cool. On te souhaite déjà plein de bonheur dans ta vie de famille parce que c'est ce qu'il y a de plus beau. Et puis plein de réussite avec le Foot US, avec tout, avec beIN, en espérant que cette situation sanitaire pour les gens qui sont pas bien et puis pour le sport dans une moindre mesure s'arrange un jour ou l'autre. Mais en tout cas, c'était vraiment cool de t'avoir. Plaisir partagé et au plaisir aussi de se prendre une bière à Grenoble vers la place aux Herbes une fois que tout ça sera terminé. Carrément, peut-être au Stade des Alpes à l'occasion. Ou au Stade des Alpes aussi, effectivement. Écoute, on reste en contact pour ça et ce sera toujours avec un très grand plaisir. Et puis, si nous un jour on est de passage à Paris, on viendra sûrement vous faire un petit coucou aussi. C'est sûr. Ce sera fait. Vous êtes les bienvenus. Ah, c'est cool, merci. Cool. Écoute, on te libère, on vous libère, vous aussi. Merci d'avoir été avec nous pour ce nouveau Bail de Podcast. C'était encore une fois un plaisir. Et puis, on vous dit à très bientôt et allez regarder du Foot US parce que c'est vraiment, vraiment cool. Allez, bye. Bye. Ciao.